ça ne va pas bugger. Allez, c'est parti. Peut-être. Ouais. Ah, il y a encore du monde. Voilà. Allez, c'est parti. Écoutez, bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux. 1000 excuses encore pour le bug. Vraiment indépendant de notre volonté. J'espère que personne ne se sentira lésé et on tiendra à disposition l'enregistrement pour les personnes qui sont concernées directement et qu'on n'a pas pu, intégrer là pour un problème technique. Donc, il y a Manu qui est en train d'essayer de régler tous les petits soucis qu'il y a et on va y arriver. Alors, très rapidement, là, il y a un petit peu de retard, une petite dizaine de minutes de retard. Ça nous permet de faire le petit quart d'heure, les 10 minutes de politesse pour intégrer tout le monde. S'il vous plaît, coupez vos micros de façon à ce qu'on puisse avoir le plus de lisibilité sur les échanges. Je vous propose également, s'il y a des questions, Manu va les gérer. Vous les mettez sur le chat. On essaye le plus possible d'avoir un échange écrit pendant que Guy fera la présentation. Et puis, ce sera beaucoup plus simple. Après, Manu fera les questions, le tri dans les questions, les posera en direct à Guy et il répondra. Sachant que, bien évidemment, nous, on est sur une horizontalité parfaite avec vous. Donc, la parole est libre. Hein. Celui qui veut prendre la parole, évidemment, la parole est grand ouvert. Mais juste, on privilégie l'écrit de façon à ce qu'on puisse poser la bonne question au bon moment. Si vous êtes d'accord, ça me convient un petit pouce, c'est parfait pour moi. Merci beaucoup, Eric. Autre chose, pour rendre limpide la présentation, on va faire un petit rappel de la situation et ensuite je donnerai la parole à Guy pour faire un rappel historique. Alors le rappel historique, je vais le faire très rapidement, comme ça on va gagner du temps. Et Guy fera par contre le rappel technique de la situation telle qu'elle se présente depuis le tout début, hein, de 5 août jusqu'à aujourd'hui. On évoquera l'affaire Thévenon, parce qu'elle s'appelle l'affaire Thévenon, mais elle vous concerne tous. Et d'ailleurs, j'ai vu que Péric, tu étais connecté. Un petit coucou de ta part, ce serait sympa. Et ensuite, on parlera également de cette notion du tiers intervenant. Et ensuite, les points clés de notre réponse, la réponse qu'on a effectuée à l'État français, et les suites que nous allons donner à ce dossier, avec quelques points qui sont assez positifs, et Guy vous apportera tout ça en détail. J'intègre encore 2-3 personnes là, qui arrivent. Yes, c'est parfait. Guy, ça te convient cette chronologie? On ne t'entend pas, Guy. Hein? Oui, c'est bon, vas-y. Allez, ça marche. Très rapidement, je vous rappelle juste que je vais le faire de façon avec un logigramme. Hein. On a une vaccination obligatoire qui s'est imposée aux soignants et sapeurs-pompiers. Avec la notion de licenciement, souvenez-vous, hein, sur le projet de texte initial hein, qui était présenté à l'Assemblée, on parlait de licenciement pour les soignants, en intégrant les sapeurs-pompiers qui faisaient partie de ces soignants également. Très rapidement, quelques syndicats assez motivés, dont on fait partie, ont contacté les autres organisations syndicales au nombre de 7 ou 8 de mémoire. Et très rapidement, tout le monde a rédigé une motion commune qui a permis de retirer cette notion de licenciement de la loi du 5 août 2021. En revanche, elle a été remplacée, cette notion de licenciement, par la notion de suspension. Et c'est là où nous, on intervient. Donc, le recours multiprofessionnel, très rapidement, parce qu'au départ, avec Guy, lorsqu'on s'est lancé dans ce projet, on était une petite poignée, hein, dont j'ai vu Fabrice qui était connecté. Il y a Pierrick là, qui vient de mettre un petit message. Il n'y a qu'une petite poignée. Et très rapidement, on s'est retrouvé avec d'autres corporations à qui on imposait la vaccination obligatoire. Et on s'est retrouvé avec des soignants, on s'est retrouvé avec des pompiers volontaires également, alors qu'initialement, nous, on était sur un recours strictement pompiers professionnels. On n'a pas fait de filtre, hein, on a eu une réunion, on en a parlé, et puis c'était peu ou prou un tout petit peu moins de 800 personnes au début. Et aujourd'hui, le dossier, vous savez où on en est, hein, on a été débouté au titre de l'article 35 de la CEDH. C'était l'équivalent du référé en France, hein, l'urgence de la situation. Guy, ça te fait sourire, mais voilà, parce que je sais qu'il y a pas mal d'éléments nouveaux qui arrivent. Donc, voilà. Écoutez, je ne vais pas être trop prolixe.
Je passe la parole à Guy, qui a des éléments beaucoup plus intéressants que moi. Je voulais juste vous rappeler qu'initialement, sur ce dossier-là, on a été, et ça c'est mon petit, mes 30 secondes d'état d'âme, on a été dénigré par des avocats, on a été dénigré par des politiques, dénigré par des SDIS, par des employeurs, dénigré même par des partenaires des syndicats, certains syndicats qui nous ont dénigrés, mais vraiment méchamment avec des tracts qui nous faisaient passer pour d'une bande d'hurluberlus. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, il n'y a plus beaucoup de recours qui sont encore euh, en course, si je peux utiliser ce terme-là. Et notre recours est toujours en course et on en est fier parce que finalement, on n'était pas dans le faux, quoi. Guy, je te passe la main. Je redonne les règles, s'il vous plaît, coupez vos micros et si possible, vos questions écrites. Et bien évidemment, je laisserai un petit moment tout à l'heure la parole libre pour tous ceux qui veulent s'exprimer en direct. Et ce sera toujours plus sympa que de l'écrit, mais en tout cas, dans un premier temps, on commence par de l'écrit. Guy, à toi. Allez, c'est parti. Donc, je me suis fait un petit topo par écrit et ça servira de compte-rendu pour ceux qui n'auront pas pu assister. Et puis, Rémi l'a dit tout à l'heure au début, on va mettre un lien pour pouvoir, ceux qui n'ont pas pu assister, voir le truc. Donc, en fait, le point de situation, si on voulait résumer, c'est on avance dans la bonne direction, mais il reste du chemin à faire et on n'est pas à l'abri de surprise. Voilà. Et je disais que toutefois l'essentiel n'est pas d'obtenir une condamnation pour discrimination ou disproportion de la mesure, prise pour obliger les soignants et les pompiers à être vaccinés. Mais l'idéal, en fait, ça serait d'obtenir qu'avec ces vaccins expérimentaux, dont on ignore les effets à moyen terme et à long terme, en fait, la CDH conclut que la vaccination ne puisse pas être rendue obligatoire. Pourquoi? Parce que si on n'obtient pas ça, si on gagne par exemple sur la disproportion ou sur la discrimination, ce dont je crois fermement, si on gagne que là-dessus et pas sur le fait que les vaccins sont expérimentaux, ça veut dire que la prochaine fois qu'il va y avoir une pandémie, ils vont sortir en 6 mois un vaccin et derrière, dans les pays européens, on va pouvoir l'imposer. Donc, on s'est battu aussi, et vous allez le voir au point 3 qu'on va développer, on s'est battu aussi sur les fondamentaux qui sont la disproportion de mesure et la discrimination. On s'est battu aussi sur le fait de dire attention, ces vaccins, on ne connaît pas, c'est pas connu, il y a des problèmes d'effets indésirables, et compte tenu de tout ça, on ne peut pas rendre la vaccination obligatoire. Là-dessus, je ne sais pas ce que veut dire la CEDH. Donc, comme l'a dit Rémi, l'histoire elle a commencé en fait avec le 5 août 2021, le Conseil constitutionnel qui a validé la loi par de Bricole de Rémi. Nous, on a lancé, 4 jours après, on a lancé les inscriptions pour une requête CEDH parce qu'on a réfléchi de ce qu'on pouvait faire. Et on s'est dit, on va faire un espèce de référé urgent. Donc, avec un copain juriste, on a bossé là-dessus et puis on s'est mis à faire un texte. Et en fait, 11 jours après, on a arrêté parce qu'on avait plus de 700 candidatures. Et après, on ne savait pas comment gérer. On n'est pas outillé pour gérer autant. Au début, on pensait qu'on allait avoir une cinquantaine, peut-être 100. Voilà. Donc, on a envoyé une première requête. Et comme l'a dit Rémi, sur l'urgence, la CEDH a dit non, mais elle nous a invités tout de suite à déposer une requête au fond. Un peu comme ça se passe en France. En France, on dépose un référé, mais il faut déposer une requête au fond. Là, on l'a fait en 2 temps. Et on a déposé tout de suite le 10 septembre, donc pratiquement 1 mois après la sortie de la loi, on a déposé une requête au fond et des pouvoirs pour 712 autres. Bon. Là-dessus, la CEDH a dit non, moi je veux un imprimé spécial, etc. Donc, et on a relancé, on a renvoyé 2 autres dossiers. Et après, le 16 novembre, on a renvoyé 125 nouvelles requêtes et le 27/11, 142, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a 267 qui sont mises à l'instruction, y compris le dossier Pierrick Thévenin. Là-dessus, en même temps que la CEDH a accepté très tôt, au mois d'octobre, elle a accepté notre requête. Elle a dit « OK, je la transmets à la France ». Donc là, comme l'a dit Rémi, ça a dû surprendre un certain nombre de cabinets d'avocats parce que très peu de personnes disaient, à part des vrais spécialistes du droit européen, tout le monde pensait qu'on allait se faire ratatiner et qu'on allait se faire virer.
Eh bien non, on est bien en lice, c'était transmis à la France. La France a rendu le 27 janvier des observations, 30 pages, 3 pièces jointes, trop fort rien. Et nous, on avait jusqu'au 14 mars. Alors, pardon, parce que il y en a un qui m'interpelle. Je vous demande 30 secondes parce qu'il y en a un qui m'envoie un message. Ça n'arrive pas à se connecter. Guy, tu gères pas ça. Manu va gérer. Non, mais il s'adresse à moi, donc personne ne peut l'avoir. Non, mais Guy, c'était juste pour info. Laisse tomber le message. Ça y est, donc il revient. Donc, on a répondu, nous, le 14 mars. Hein. On a fait un gros mémoire, 50 pages de réponses, 43 nouvelles pièces, en plus des 11 qu'on avait déposées dans un premier temps. Hein. Et on a reçu un accusé de réception 3 jours après, et la France a jusqu'au 14 avril pour répondre. Hein. Donc voilà les éléments. 14 avril pour répondre. On a envoyé également le 14 mars, en plus du gros mémoire, une demande de satisfaction équitable qui est une demande de réparation des préjudices. Donc voilà pour très rapidement sur l'historique. Actuellement, à la CEDH, il n'y a qu'une seule requête qui a été transmise à la France, celle de Thévenon. On n'a pas d'informations particulières là-dessus, mais il semblerait, d'après ce qu'on comprend, vu le calendrier, qui est rapide pour la CEDH, hein, parce que des fois des affaires mettent 2, 5 ou 10 ans, il semblerait que la CEDH veuille traiter uniquement l'affaire Thévenon dans un premier temps, et qu'ensuite, elles traiteront les autres requêtes, hein, des 266 autres, 267 autres, les traiteront dans un second temps. Hein. En utilisant probablement les principes qu'elle aura dégagés de l'affaire Thévenon. Donc, a priori, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une affaire qui soit traitée rapidement. On est en principe toujours sur un calendrier au cours de l'été ou à l'automne d'avoir une réponse. Voilà. Dans cette affaire-là a intéressé, on est au point 4 des tiers intervenants. Cette affaire-là a intéressé beaucoup de personnes. Hein. Il y a 9 organisations ou pays qui ont répondu. Hein. 2 organisations de Slovaquie hein, qui sont a priori avec nous. Hein. Une organisation de Tchéquie qui a priori est avec nous. Et une organisation russe dont on ne connaît pas l'orientation. Hein. On ne sait pas si elle est avec nous. Le mémoire qui était transmis n'arrive pas bien à comprendre s'ils défendent la vaccination ou s'ils sont contre. Et puis, a été accepté le gouvernement italien, hein, donc l'Italie, qui défend une position qui est opposée à la nôtre. Hein. Donc ça, c'est clair, ça apparaît clairement dans le monde. Il y a 4 autres intervenants qui ont été refusés. Hein. Une 3e organisation de Slovaquie, qui a priorité avec nous, hein, et 2 organisations de France qui étaient avec nous, hein, CFA, PSE et Civitas, qui ont été refusées. Et puis le professeur Perron, hein, qui avait fait une demande pour être tiers intervenant, lui a également été refusé. Mais la motivation, on ne sait pas ce qu'il en est. Hein. Probablement qu'ils ont vu que c'était trop avec nous et ils les ont chutés par rapport à ça. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les tiers intervenants avant qu'on attaque le cœur du sujet. Hein. Le cœur du sujet, c'est le point 5, les 8 points clés de notre réponse aux observations du gouvernement. Je reprends la main, Guy. On fait une petite pause là, on est vraiment 5-6 minutes. S'il y a des questions, donc il y en a quelques-unes où Manu répond. J'ai essayé de d'élaguer un tout petit peu sur certaines questions qui n'ont pas particulièrement vocation à être traitées en visio. En revanche, si quelqu'un veut prendre la parole, profitez-en un petit moment, c'est le moment. Mais on se fait super court et concis, s'il vous plaît. S'il n'y a personne, on continue. Hein. Une petite question rapide par rapport à ce que vient de dire Guy. Donc, la décision serait autour de l'été-automne pour Pierrick. Oui, c'est ça. Ouais. On est toujours sur ce calendrier, là. Puisque là, les dates qu'on a, c'est 14 avril.
Alors, ce que je ne vous ai pas dit, mais j'allais le dire à la fin, mais je peux le dire maintenant. On pense que la CEDH, parce qu'actuellement, ce n'est pas affecté à la grande chambre, hein, parce qu'ils ont 3 ou 4 niveaux de hiérarchique au niveau CEDH en fonction de l'importance des affaires. Donc, je vous l'avais dit, notre dossier était classé comme affaire à impact, donc c'est une affaire très importante. On pense que ça va remonter à la grande chambre hein, assez rapidement. Hein. Et pourquoi? Parce que si c'est jugé par une chambre à 9 ou à 3 juges, hein, c'est susceptible d'un appel auprès de la grande chambre. Donc, si la CEDH elle veut une jurisprudence rapidement, elle a intérêt à faire remonter tout de suite à la grande chambre, parce que les décisions de la grande chambre, il n'y a pas d'appel possible, c'est définitif. Hein. Donc, on pense pour ça que ça va remonter en grande chambre. Mais bon, rien n'est sûr, il n'y en a pas d'informations là-dessus. Mais a priori, on est toujours dans ce délai-là, l'été, voire juste après l'été. Mais dans tous les cas, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas être en 2022. Quoi. Bon, voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, affaire à impact, les termes importants, l'affaire à impact est grande chambre. Le fait que ça soit justement jugé et qu'on ne revienne pas dessus. David, à toi. Tu enclenches ton micro, s'il te plaît. Oui, ouais. Est-ce que tu... Bonjour, bonsoir à tout le monde. On t'entend. Ouais, super. J'ai une question à vous poser concernant, là, j'ai un collègue, je suis dans le 34, et j'ai un collègue qui a fait une sorte de thrombose donc, en intervention. Et il se pose des questions, hein, parce que j'ai discuté un peu avec lui. Parce qu'il me dit, voilà, je ne fume pas, je ne bois pas, je suis sportif. Et il se retrouve avec une opération qu'il a fait la semaine dernière. Donc, je voulais poser la question concernant ces effets secondaires qui peuvent être liés avec la vaccination. Comment ça va être traité et comment peut-on prévenir ce genre d'accident? Parce que là, il était en inter sur juste VSAV, donc j'imagine sur un feu urbain ou un feu de forêt. Comment on va aborder ces sujets-là par la suite dans le milieu du travail? C'est cette question-là. Tu réponds, Rémi, ou je réponds? Vas-y, Guy, vas-y, c'est toi le technicien. Là. Alors, ça, c'est un problème général d'accident au travail. À partir du moment où l'accident est au travail, et Rémi le sait, puisque c'est lui arrivé, hein, il a fait un malaise un jour en intervention, et ils ont dit, bon, on ne le prend pas imputable au service, il attaque le terrain, il a gagné. À partir du moment où c'est au travail, hein, voilà, c'est quasiment automatiquement repris en accident du travail. Donc, il faut demander la prise en charge accident du travail. Exactement. Si ça ne passe pas, il faut attaquer au tribunal administratif. Et il y en a d'autres qui sont connectés, là, voilà, ils se reconnaîtront, qui ont eu exactement le même problème et qui vont gagner également. En fait, les SDIS ou l'employeur, généralement, a tendance à faire une sélection de ce qu'ils considèrent comme imputable au service ou non. Et, or, c'est très, très simple. Hein, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. Il y en a qui te disent, quand tu pars de chez toi, sur le trajet, tu as un accident de travail, tu arrives à la caserne, sur le parking, du parking au vestiaire, tu t'arrives quelque chose, ce n'est pas de l'accident de travail, du vestiaire au hall de départ, c'est de l'accident de travail, c'est du grand pipeau, toutes ces choses-là. C'est très, très simple. Hein, l'imputabilité au service, à partir du moment où tu es au travail, même si c'est un malaise et même si c'est une pathologie que tu avais précédemment, mais c'est l'accident de travail qui a permis de déceler cette pathologie-là. C'est un peu alambiqué le raisonnement, je fais la version courte. Je prends un exemple concret, quelqu'un qui a une tumeur. Il n'était pas au courant. Il a un malaise au boulot. Il tombe et on lui fait un scanner, on découvre qu'il y a une tumeur et ben, c'est considéré comme un accident de travail. Bizarrement, mais c'est la loi et c'est comme ça. Non, pas de chance, c'est comme ça que ça fonctionne. David, est-ce que ça répond à ta question? C'est good? On poursuit? Juste, ouais, pour terminer par rapport à ça, mais moi, c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est pour. Je sais bien que c'est l'accident de travail, mais comme on sait qu'il y a des risques inhérents, donc comment fait-on maintenant? Est-ce qu'il y aura une espèce de suivi concernant, parce que maintenant, on sait que les effets secondaires, ils y sont. C'est juste ça. J'aimerais bien que si on peut étayer par rapport à ça, ça serait génial de votre part. Alors, je n'avais pas compris le sens de ta question, là. Je l'avais traité qu'une première partie. Il faut systématiquement, quand on a une suspicion d'un accident, alors thrombose, c'est quasiment sûr que c'est en lien avec le vaccin, hein, sauf s'il y a des antécédents, etc. Il faut faire systématiquement une déclaration sur le site de, je ne sais plus quel site là, je ne l'ai plus en tête, pour le déclarer. Pour information, moi j'ai fait une péricardite. Hein. Un mois après ma deuxième dose, j'ai fait une péricardite et sans douleur thoracique d'ailleurs. Spécial, moi j'étais essoufflé, j'étais fatigué et au bout d'un moment j'ai demandé à mon médecin, vous ne pensez pas qu'il faudra un examen cardiaque? Ah oui, c'est une bonne idée.
Donc, je l'ai fait, ils m'ont diagnostiqué ça. Et après, je me suis dit, bon, allez, prends-toi par la main. Et j'ai fait la déclaration. Alors, c'est un peu compliqué, mais on y arrive facilement. Il faut le déclarer pour que ça rentre. Et après, au niveau indemnisation et tout, c'est une autre paire de manches. Hein, si c'est la question. Là, il faudra voir avec des avocats spécialisés comment vous pouvez demander réparation. Mais si on obtient un gain de cause à la CEDH en disant que les vaccins étaient expérimentaux, qu'on ne connaissait pas les effets, etc., ça aidera grandement. Si on n'obtient pas ça, je ne vous cache pas que devant les tribunaux français, ça risque d'être difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer non plus. Ouais, moi, pour revenir à la question, moi, ce qui m'inquiète, en fait, réellement, c'est, voilà, on part en inter, ça peut mettre en péril, on le sait pertinemment, l'intervention en elle-même, parce que moi, j'ai le collègue, quand il m'a relaté, il allait amener quelqu'un à l'hôpital, donc il a fait son malaise à ce moment-là, donc il n'était pas en train de conduire, donc moi, je m'inquiète un peu, c'est sur le fait de dire, voilà, aujourd'hui, on part avec des épées de Damoclès, et ça, en matière de, je ne sais pas comment ils peuvent répondre à cela, parce que c'est un risque réel sur intervention. On part sur un feu de, comme on dit, sur feu Robin. Beaucoup sont vaccinés, donc voilà, tout le monde est vacciné. Donc comment ça, ouais, l'inquiétude que ça soulève. C'est une grosse inquiétude. David, on y Ouais, je verra. m'arrête là. Ouais. Non, mais il n'y a pas de souci. Ouais, on fait super court, mais Ouais. c'était pas pour te couper. David, le truc, c'est qu'on a un recours aujourd'hui. C'est le seul qui est encore en course. Et pour nous, c'est la pièce maîtresse, hein, c'est notre reine, hein, ce recours. Et ça va permettre de remettre les pendules à l'heure, parce qu'autrement, il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui, il n'y a rien d'autre. Mais pour arriver à prouver que l'effet, la thrombose qu'il a eu était lié au vaccin, ça va prendre du temps. Hein. On a bien vu sur le chlordécone, hein, dans les Antilles, hein, ça a mis du temps pour reconnaître. Hein. Donc, moi, dans 40 ans, hein, j'ai 67 piges, hein, je ne serai plus là, probablement. Donc, je ne le verrai pas. Mais toi, tu as l'air plus jeune, tu verras peut-être qu'à force d'assister, les gens diront, bah oui, il y a des liens, etc. Ça va prendre du temps, ça. Malheureusement, ça va prendre du temps. D'accord. Merci David. Je te laisse couper le micro. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions où on peut poursuivre? C'est bon pour tout le monde? Allez, ça marche. Merci David. Allez, on poursuit Guy. Et là, c'était l'amuse-gueule. On passe sur la mise en bouche là. Rémi, pense à regarder la salle d'attente. Ouais, c'est bon. Ok, je suis dessus là. Alors, les 8 points clés de notre réponse au gouvernement. Hein. Je ne vais pas vous les expliquer dans le détail toutes les 50 pages qu'on a fait, hein. Mais on a essayé de résumer ça en 8 points clés, qui est également le résumé qu'on a rendu. Hein. Donc, le premier point, en fait, c'est la réponse à la première question qu'avait posée la CEDH à la France par rapport aux voies de recours. Hein. Parce que normalement, devant la CEDH, on doit avoir épuisé toutes les voies de recours. Hein. Et nous, on n'a pas épuisé les voies de recours parce que notre analyse reposait sur le fait que, de toute façon, si on allait devant un tribunal et même devant le Conseil d'État, on ne gagnerait pas. Hein, parce que les dés étaient pipés pour X raisons. Hein, ça rentrait dans le détail. Donc, on a dit, on attaque direct. Hein. Là-dessus, on a de très bons arguments, puisque pour que la France, elle dit, mais si, ils avaient des voies de recours. Bon, c'est pas vrai, puisque personne ne pouvait attaquer la loi, hein, en elle-même, puisque c'est la loi du 5 août 2021 qui impose de faire vacciner les pompiers et les soignants. Hein. Mais vous ne pouvez pas l'attaquer, la loi. Personne ne pouvait l'attaquer. Hein. Donc déjà, il n'y a pas de possibilité de contester la loi. Donc à quoi ça sert de faire une autre procédure, etc. À quoi ça sert d'attaquer le décret qui ne prévoit que la mise en place, la mise en forme de l'application de la loi? Ça ne sert à rien, puisque le décret, ce n'est pas dans le décret qu'on trouve l'obligation vaccinale, c'est dans la loi. Hein. Et puis ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est essentiel. Hein. Ensuite, on a développé un point disant qu'on aurait très bien pu déposer une question prioritaire de constitutionnalité, QPC, hein, qui permet dans certains cas de pouvoir contester la loi. Mais on a dit, de toute façon, on savait qu'aucune QPC n'arriverait au Conseil constitutionnel, parce que je vous rappelle qu'il faut passer par 1 ou 2 filtres, hein, le filtre du tribunal de la première instance, et puis le filtre de la Cour de cassation.
que ce soit le Conseil d'État ou la Cour de cassation pour le privé. On a dit, de toute façon, on ne passera jamais là-dessus parce qu'il n'y a aucune haute cour en France qui ira contre l'avis du Conseil d'État qui a déjà rendu un avis là-dessus, hein, puisque le Conseil d'État avait rendu un avis en disant dormez braves gens, tout est OK. Voilà. Et à l'appui de ça, on a sorti une douzaine de jurisprudences en pièces jointes en disant voilà, tel QPC viré au premier échelon, tel QPC viré au premier échelon, on en a cité 8 ou 10, et tel QPC, elle était jusqu'en cassation, et là, non transmis. Hein. Voilà. Donc, on a sorti une douzaine ou une quinzaine de jurisprudences qui sont arrivées depuis la mise en place, puisqu'il y a eu énormément de recours, et pour l'instant, aucune n'a franchi le cap du Conseil constitutionnel. Petite parenthèse, Guy, s'il te plaît, parce que tout le monde ne maîtrise pas QPC, si tu peux vite fait, mais très rapidement expliquer, parce que… Alors, la QPC, c'est quelque chose qui a été mis en place il y a une dizaine d'années sous la présidence de Sarkozy et qui a permis dans une procédure, hein, que ce soit au tribunal administratif ou devant le TGI, de remettre en cause la constitutionnalité d'une loi. Hein. Alors, il faut bien sûr que ce soit lié au sujet du recours. Hein. Mais à partir du moment où c'est en lien avec le recours, on peut interpeller le tribunal en disant il faut prioritairement trancher cette question pour savoir si la loi est constitutionnelle ou pas. Donc, il y a une procédure qui est normalement accélérée, hein, sauf que dans la réalité, ça peut prendre 6 à 8 mois. Hein, on l'a déjà vu, hein, nous à Lyon, on en a déposé une. On a dû attendre 6 mois pour dire circuler, il n'y a rien à voir. Hein. Bon, c'est comme ça. Mais cette piste-là, elle ne fonctionne pas. Hein. Donc, les 3 possibilités qu'on avait, c'est attaquer la loi en direct, ça ne marche pas. Hein, ce n'est pas possible. Il n'y a que les parlementaires qui peuvent le faire au travers de… Et ces bâtards de parlementaires, il n'y en a aucun, vous m'entendez bien, aucun qui a posé une question au Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité de l'article 12 et 14, ces 2 articles-là qui nous imposent la vaccination obligatoire. Aucun n'a fait. Hein. Il n'y a que le Premier ministre qui a dit voilà, est-ce que la loi est l'obligation vaccinale et la suppression totale de rémunération en cas de non-respect, est-ce que c'est constitutionnel? Point d'interrogation. Et le constitutionnel, article 1 de sa décision, il a dit c'est pas motivé, on ne sait pas pourquoi la question est posée, donc je ne réponds pas. Hein. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Donc ça, c'est une grosse mascarade. Hein. Parce que le Premier ministre, il sait très bien que s'il motive, etc., derrière, il y aurait peut-être eu une réponse négative du Conseil constitutionnel en disant non, vous pouvez imposer la vaccination, mais vous ne pouvez pas supprimer toute la rémunération des gens. Parce que ça, c'est vraiment disproportionné. Donc voilà. Donc ce point, en fait, ça ne nous fait pas très peur. Et puis, au pire, même si on n'avait pas raison là-dessus, mais c'est très, très peu probable que la CEDH ne nous donne pas raison là-dessus. Hein. Au pire, il y aura quand même une décision sur le fond. Parce que, contrairement aux autres instances… Bonjour, Patricia. Je vous laisse. Donc, qu'est-ce que je disais même si la France… oui, parce qu'en France, si on est shooté sur la recevabilité, ils n'examinent pas au fond, etc. La CEDH, elle va examiner au fond, même si on est shooté. Mais il y a très peu de chances, parce que dernièrement, la Suisse a fait comme nous, mais ce n'était pas le même problème que nous. C'était pour un problème, c'est une association où il y avait interdiction de se réunir en Suisse. Ils ont attaqué, ils n'ont pas fait les voies de recours internes et ils ont eu gain de cause là-dessus. Donc ça, sur ce point-là, moi, je ne suis pas très inquiet. Hein. Pour résumer, Guy, sur ce volet-là, sur les points clés, après tu parleras des points clés de notre réponse. Pour résumer, bon, vous l'avez compris, hein, les dates clés, c'est 5 août. On a eu le 15 septembre l'obligation. 15 septembre, on se fait retoquer au titre de l'article 35 avec l'équivalent du référé. Là, voilà, je sais que je suis redondant, mais comme ça, au moins, c'est clair. Et puis, en tout cas, moi, la lecture que j'ai eue, la France a été enjointe de donner une réponse, enfin, de s'expliquer
de s'expliquer sur l'obligation vaccinale faite aux soignants, aux pompiers, etc., elle avait l'obligation au 24 janvier. Guy, je résume ce qu'on vient de dire. Au 24 janvier, elle rend réponse. Et en fait, la réponse, elle est, comme l'a dit Guy, elle est un peu abracadabrante, elle est très superficielle et uniquement sur la forme, pas beaucoup sur le fond, parce que moi, je l'ai lu et j'ai vu aucun élément qui vraiment me fait s'écarquiller les yeux en disant bah oui, c'est évident, oui, il fallait imposer la vaccination aux soignants et aux sapeurs-pompiers. En fait, j'en terminerai là-dessus. Les seuls arguments que la France a eu et a développés à la CEDH, donc le 24 janvier, c'est uniquement des arguments de forme sur le fait qu'on n'a pas suivi la procédure en interne nationale avant d'arriver en CEDH. Et comme vous a dit Guy, on est vraiment clair sur cette situation-là et la preuve en est, c'est qu'on est admis et ça poursuit. Voilà, je voulais résumer ce qu'on vient d'échanger là pour que ça soit clair pour tout le monde. Ouais. Est-ce qu'il y a des réactions là-dessus très rapides et des observations? Moi j'ai une réaction. J'ai une réaction. Oui, vas-y. Alors moi je comprends très bien le coût des procédures là, parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que cette loi elle est illégale. Le Conseil d'État, de toute façon, on sait que c'est Fabius, il a le sang contaminé au niveau du sang. Il a la mort de plein de personnes qui ont été contaminées par le sang, qui est au Conseil d'État, donc c'est quelqu'un qui n'est pas très logique. En plus, son fils travaille pour travaille pour Pfizer. Et je trouve qu'actuellement, les lois elles sont bafouées. Donc, en fin de compte, les juges, ils en ont rien à faire de ce que pensent les gens. Moi, j'étais pendant 3 mois, je me suis fait tenir. J'ai essayé d'appeler aux collègues en disant voilà, c'est pas normal qu'en caserne on remplace les non vaccinés. Je me suis pris 3 jours de mise à pied pour rébellion. Parce que j'ai demandé à ce que mes collègues soient solidaires aux gens qui sont suspendus. Alors, je trouve qu'à un moment venu, il va falloir que les syndicats se réunissent et balancent une grève générale pour que tous nos collègues qui ont été suspendus ou qui ont été même virés dans certaines casernes soient réhabilités. Je trouve ça inadmissible. Alors, que tout le monde s'en fout. Au niveau des pompiers, tout le monde s'en fout, quoi. Ouais, c'est normal. Alors, vacciner, quoi. Ouais, en plus, actuellement, il y a des médicaments qui soignent. Donc, le décret, il n'a plus lieu d'être. À partir du moment où il y a un médicament qui soigne, la vaccination ne peut pas être obligatoire. Allez, je te réponds. Et très sincèrement, c'est injuste. C'est injuste ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que du coup, nous, tu nous mets dans le même sac, alors que je peux te dire qu'on a vraiment morflé, nous. Depuis août, on en prend plein la gueule, et même de la part de certaines organisations syndicales. Et il y a même, je te rappelle que je n'ai pas honte de le dire, et je l'assume totalement, la CFDT qui était pour le caractère de licenciement pour les soignants qui n'étaient pas vaccinés. Donc, je te signale que Sud est à l'origine de la motion qui a permis de supprimer. Non, mais donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et voilà, c'est pour ça que c'est injuste, mais je sais que ce n'est pas de la… Mais pourquoi les syndicats ne se réunissent pas tous et on va leur faire une grève générale? Parce que c'est un sujet… Bon, parce que mais tu ne peux pas balancer une grève générale. Tu vois… C'est l'idéal, quoi. Non, mais tu vois bien que c'est… le faire. Écoute, je te réponds. On a vu qu'en Corse, ils ont tous bougé là-bas, et ils ont foutu le bordel et ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Je vais te dire. Alors maintenant, pourquoi. on a des collègues. Moi, à la caserne, j'ai des collègues. Là, on leur a dit maintenant, vous prenez une dispo pour les volontaires, pour les pros. Il y en a qui ont été virés parce qu'il y en a qui ont essayé de magouiller avec les vaccins. C'était pas des criminels parce qu'ils avaient fait faire un vaccin. Non, mais on va où là? C'est quoi? Alors regarde, tu sais, justement, regarde, on est, nous, sur les outils, en tout cas, qui sont à notre disposition pour contester. Réellement, et on en finira après sur la discussion parce qu'il faut qu'on enchaîne, mais réellement, aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression qu'il y a 200, alors je parle des pompiers, mais je sais qu'il y a des soignants, hein, pardonnez-moi pour les soignants, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a 240 000 sapeurs-pompiers en France qui sont prêts à se mobiliser contre l'obligation vaccinale? Ce n'est pas mon sentiment. Je pense que si tous les syndicats étaient unis avant les élections en disant voilà, maintenant on veut un président parce qu'il y a des gens qui sont pour supprimer la vaccination, il y a des candidats qui sont prêts donc ça veut dire que cette vaccination n'a pas lieu d'être. S'il y a des candidats qui se sont dit voilà, si je suis président, je suis prêt à la vaccination, cette vaccination, c'est du pognon, quoi. Parce que tu raisonnes. Comment c'est ton prénom? Excuse-moi, parce que du coup, c'est marqué Pancholi, mais c'est comment ton prénom? François, oui, je me souviens de toi, François. François, en fait, tu raisonnes encore par le mauvais bout de la ficelle. Et après, promis, il faut vraiment qu'on enchaîne, mais tu raisonnes par le mauvais bout de la ficelle, je vais te dire pourquoi. Parce que, en fait, tu raisonnes encore en français de base
sur un recours national. C'est fini là. On ne raisonne plus avec les candidats, on ne raisonne plus avec la France. La France, aujourd'hui, elle est obligée de rendre des comptes à la CEDH. C'est supranational. On a passé les caps des frontières là. C'est comme les recours en CGUE, un Cour de justice de l'Union européenne. On n'est plus en France là. On est sur des recours supranationaux. Donc, les candidats, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, parce que de toute façon, quand bien même ils nous soutiendraient réellement, est-ce qu'une fois aux manettes, ils font ce qu'ils ont promis? Ce n'est pas certain. Donc, nous, on est sur autre chose. On est sur la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. C'est une juridiction qui va au-delà des frontières nationales et on compte vraiment là-dessus et on y croit. Non seulement on compte, mais on y croit. On n'est pas en train de nous faire des paillettes dans les yeux. Donc, parle-moi plus de candidats, parle-moi plus de Conseil d'État, parle-moi pas de Conseil constitutionnel. Mais l'Europe, on est c'est bien beau, l'Europe. L'Europe, c'est bien beau. Pour le temps de travail, il y a bien une décision européenne qui dit que toute heure travaillée est d'être comptée. Est-ce que la France a respecté Non, il ne respecte pas. Et tu as un syndicat qui est on a une décision François, il y a un seul syndicat qui est au tribunal contre l'État français. Un seul syndicat. C'est le syndicat Sud que je représente et aidé avec Guy d'ailleurs, parce qu'on a bossé. Et Guy, tu me confirmes bien. Et non, mais Allez, on va enchaîner, François, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le recours, hein, mais on pourra discuter par mail si tu veux. Hein. Donc, le deuxième point clé de la réponse de notre réponse, en fait, c'est en travaillant sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, on a vu que, en fait, l'article 8, c'est le droit au respect de la vie privée et familiale. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des obligations négatives, c'est-à-dire que l'État n'a pas le droit de ne pas respecter ta vie privée et familiale. Hein. Mais l'article 8, il a une particularité, c'est qu'il y a aussi des obligations positives, c'est-à-dire que l'État doit tout faire pour mettre en œuvre le respect de ta vie privée et familiale. Et on a vu dans d'autres jurisprudences qu'on pouvait demander justement qu'au titre des obligations positives de l'article 8, on pouvait demander à ce qu'il y ait un recours possible directement par la loi, qui n'existe pas. Donc, ça fait un argument de plus pour dire, voilà, les obligations positives imposaient que chaque requérant puisse attaquer directement ce qui lui fait grief, hein, et disposer ou lui offrir des revenus de remplacement, hein, ou de substitution en cas de suspension d'activité. Parce que c'est complètement anormal, hein, de priver totalement de revenus quelqu'un. Parce que si on le prive totalement de quelqu'un et il n'a plus de vie privée, il n'a plus de familiale, il n'a plus rien, hein, tu lui de mendicité ou tes économies si tu as de la chance d'en avoir. Donc ça, c'est un point important qu'on a développé et on pense que la Cour devrait y être sensible. Le troisième point qu'on a développé, hein, c'est un bénéfice riche très hypothétique. Hein. On a volontairement fait un gros paragraphe là-dessus, parce que comme je vous l'ai dit en introduction, on ne veut pas gagner que sur la proportionnalité ou la discrimination, on veut gagner aussi sur le fait que le rapport risque, il n'est pas du tout certain. Il n'est pas du tout certain compte tenu de ce qu'on sait, et on sait très peu de choses. Donc, on a vraiment développé beaucoup d'arguments là-dessus. On a été aidé par des scientifiques là-dessus qui nous ont donné tout un tas d'études qu'on a inclus dans notre mémoire. Et notamment, on a sorti un article qui est paru dernièrement qui dit que sur les effets indésirables, hein, dernièrement, il y en a eu 110 000, soit plus le double, rien que pour les vaccins Covid, hein, soit plus du double des effets indésirables relevés en moyenne au cours d'une année hors crise, tous médicaments confondus. C'est-à-dire que rien que sur le Covid, il y a 2 fois plus d'effets indésirables que pour l'ensemble des médicaments. Donc, ça veut dire que ce vaccin, il n'est pas au point. Hein, il n'est pas au point. Et puis, on a développé aussi un argument sur le fait que ce vaccin, il était prévu pour la première souche, mais avec tous les variants qu'il y a eu, on sait maintenant que sur Omicron, il est complètement inefficace, puisqu'il y a eu un jour plus de 500 000 contaminations. Hein.
Donc, ça ne protège plus les contaminations. Et on a produit une étude scientifique, je vais vous lire exactement ce qui est marqué, hein, c'est la pièce numéro 25. Pour 3 décès évités par la vaccination, nous devons en accepter 2. Ce manque de bénéfices clairs devrait amener les gouvernements à repenser leur politique de vaccination. Donc ça, c'est une étude scientifique qui montre bien que en fait, la vaccination, ce n'est pas le bon truc. Et François l'a dit très bien, on a maintenant des médicaments. Delfrécy, le 25 janvier, il a sorti un article, il a dit le Paxlovid, maintenant, on a 80% de chances d'éviter. Bon, c'est la même protection que le vaccin. Donc, à quoi ça sert de vacciner? Donc, on a montré qu'en fait, le bénéfice-risque, il n'y était pas. Il n'y était pas. Après, on a développé un 4e argument qui est beaucoup plus technique, qui est la marge d'appréciation du gouvernement. Parce que le gouvernement, dans son mémoire, il disait, mais nous, là-dessus, on a une grande marge d'appréciation pour obliger la vaccination ou pas. Et il s'appuyait sur l'affaire Vavrika qui est sortie le 8 avril 2021. Mais l'affaire Vavrika, c'est pas du tout la même chose, hein. C'est en Slovaquie, je crois, de mémoire, où plusieurs familles avaient attaqué en disant moi, je ne fais pas vacciner mes enfants contre la diphtérie, le tétanos, et puis je ne sais plus trop quel autre truc, parce que les vaccins on estime que les vaccins sont dangereux, etc. Donc, ils ont attaqué là-dessus. La Cour a reconnu que chaque fois qu'on fait une obligation vaccinale, eh ben, ça porte grief à l'article 8, hein, c'est une atteinte à la vie privée familiale, mais en fait, elle ne leur a pas donné raison parce que derrière, elle a estimé que la contre-mesure, si on ne se faisait pas vacciner, n'était pas disproportionnée avec le but à atteindre, et surtout, que les vaccins étaient bien connus depuis très longtemps. C'est des vaccins qui étaient connus depuis 50 ans. Quand vous relisez l'AVK, c'est bien développé, ça, etc. Or, on n'est pas du tout dans le même cas. Et dans ce cas-là, la Cour européenne des droits de l'homme a dit effectivement le gouvernement avait une large marge d'appréciation. Et la France, elle s'engouffre là-dedans en disant moi, c'est la même chose, j'ai une large marge d'appréciation, grosso modo, je peux faire comme je veux. Or, ce n'est pas du tout ça. Dans la réalité, ce n'est pas du tout ça parce que la situation est complètement différente. Et en fait, en règle générale, sur la marge d'appréciation, la Cour européenne, elle considère qu'il y a une large marge d'appréciation quand il n'y a pas de consensus sur une situation. En fait, et là, ce n'est pas du tout le cas, hein, il aurait fallu qu'il n'y ait aucun consensus sur. Il aurait fallu qu'il y ait. Je ne sais plus mes mots. Oui, dans ce cas-là, dans le cas présent, il y a une large majorité de pays qui sont contre la privation totale de revenus en cas de vaccination. Donc, en fait, il y a bien un consensus, hein. Il n'y a pratiquement aucun pays qui sont d'accord sur les 27. C'est même plus de 27, c'est sur les 40 au niveau de la CEDH. Il n'y en a pratiquement aucun qui est d'accord avec ça. Il y a quelques pays qui le font, comme l'Italie ou d'autres. Mais en fait, il y a une majorité de pays qui sont contre la vaccination obligatoire. Et je rappelle qu'il y a également un règlement européen qui dit que la vaccination ne devrait pas être obligatoire. Oui. Donc voilà, c'est un point qui est relativement technique qu'on a développé, hein, qui est le point numéro 4. Le 5e point, c'est la proportionnalité de la mesure, de la suspension et de la privation totale de revenus. Quand on relit les 30 pages du gouvernement, en fait, eux, ils n'ont parlé que de l'obligation vaccinale, en disant que c'était obliger les gens à se vacciner, c'était proportionnel par rapport au but recherché, qui était la sauvegarde de la vie des gens, etc. Mais en fait, ils n'ont jamais abordé l'obligation vaccinale par rapport à la contre-mesure, qui tu ne fais pas vacciner, qui est la privation totale de revenus. Ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Alors, c'est facile de dire il faut que les gens se vaccinent parce que santé publique, patin, couffin. Mais dans la réalité, si la contrepartie du refus de vaccination, c'est tu n'as plus de rien pour vivre, il faut regarder, il faut expliquer en quoi ça serait proportionnel. Hein. Et dans l'affaire Vavrika, les parents qui refusaient, ils avaient une amende de 110 à 400 € une seule fois. Une seule fois. Donc, c'est complètement différent. Hein. Et c'est pour ça que la Cour européenne ne leur a pas donné raison en disant « Ok, d'accord, il y a une atteinte, mais il n'y a pas de violation de l'article 8 ».
Nous, c'est complètement différent, hein. On pense que c'est un des plus gros. Il y a deux arguments qui sont vraiment phares dans d'autres cours. C'est la proportionnalité de la mesure. On estime que priver totalement de revenus, c'est complètement disproportionné. C'est complètement disproportionné. En plus, il y a une orientation de la jurisprudence de l'article 8 de la CEDH qui dit qu'en fait, le droit de gagner sa vie en contrepartie de son travail, c'est lié à l'article 8. Il y a plusieurs depuis 20 ans, il y a plusieurs jurisprudences de la CEDH qui le démontrent. Donc, on s'appuie là-dessus pour dire si vous privez totalement de revenus quelqu'un, c'est vraiment totalement disproportionné avec le but à avoir. Donc, voilà, ça, c'était le point numéro 5. Et le point numéro 6, c'est le deuxième argument choc qu'on a développé, c'est une discrimination. Une discrimination par rapport à l'article 8. Parce que au niveau de la CEDH, je fais une petite parenthèse technique, l'article 14 qui bannit la discrimination, en fait, il faut obligatoirement la lier avec un autre article. Donc nous, on l'a lié avec l'article 8, qui est le droit au respect de la vie privée familiale. Donc, on a dit que premièrement, il n'y a aucune étude qui démontre que les soignants et les pompiers devraient obligatoirement être vaccinés, que seulement les soignants et les pompiers devraient être vaccinés pour travailler. Pourquoi pas les enseignants, pourquoi pas les chauffeurs, pourquoi pas etc. Donc, aucune ne l'a montré. Donc, en fait, il y a une discrimination sur la profession. On a sorti des études récentes que le gouvernement avait au moment de la publication de la loi, qui font apparaître que les populations les plus à risque et devant être protégées en priorité contre une forme grave de la maladie sont les personnes âgées, celles qui présentent des comorbidités et les personnes issues des milieux défavorisés. Ils sont aperçus dans toutes les études, et c'est recoupé de partout, qu'en fait, si tu fais partie d'un milieu défavorisé, tu as plus de chances d'être impacté par la maladie que si tu fais partie d'une classe qui n'est pas défavorisée. Et donc, le critère qui a été repris de se baser uniquement sur la profession, il n'est pas pertinent. Sachant qu'en plus, les études ont montré qu'entre les deux premières vagues, les professions qui ont été touchées n'étaient pas forcément les mêmes. Donc, ça montre que se baser uniquement sur la profession, c'est pas clair. C'est pas le bon critère. S'ils avaient dit on cible les personnes âgées, je vous rappelle que la moyenne d'âge des morts du Covid, c'est plus de 80 ans. Bon, 80 ans chez les pompiers et les soignants, et il n'y en a pas encore pour l'instant. Donc, en activité, je parle. Donc, s'ils avaient ciblé les personnes à risque, ceux qui ont des comorbidités, il peut y en avoir chez les pompiers qui ont 40, 50 ans, des gens-là. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Et s'ils avaient ciblé les gens issus des milieux défavorisés, mais là, comment le cibler? Ça aurait été un peu plus compliqué. Là, peut-être. Mais prendre le seul critère de la profession, comme ça, et l'appliquer à toute la profession, c'est complètement discriminatoire. Et en plus, il y a un gars parmi vous, mais je ne me rappelle plus qui, et je le remercie s'il est là, il va se reconnaître, qui m'a transmis une note de service comme quoi les pompiers d'aéroport n'étaient pas inclus dans l'obligation vaccinale. Pompiers d'aéroport, ce n'est pas comme s'ils n'étaient pas en contact avec le public. Donc, voilà, parce que la loi, effectivement, elle ne prévoit pas que les pompiers d'aéroport soient… Voilà. Et on a une note du ministère de je ne sais pas trop d'où qui dit que les pompiers d'aéroport. Donc, non seulement il y a une discrimination par la profession, mais à l'intérieur de la profession, il y en a qui sont discriminés. Donc là, c'est le deuxième argument fort qu'on a développé et pour lequel on pense qu'on a de bonnes chances de gagner. Le troisième argument, c'est plus technique. Là, c'est une atteinte au bien. C'est l'article 1 du premier protocole. Il y a un article de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège les biens. Alors, les biens, ça peut être les maisons, les terrains, ça peut être le salaire, ça peut être… Il y a tout un tas de jurisprudence là-dessus de la CEDH. Ça peut être la clientèle pour quelqu'un qui est libéral. Donc, on a montré qu'il y avait une atteinte là-dessus. Donc, ça ne devrait pas poser de problème a priori.
qu'en plus, la jurisprudence de la Cour européenne, elle dit que pour mettre en place une privation de biens, il faut qu'il y ait des débats parlementaires qui aient bien pris en compte l'ensemble de la problématique qui est liée à cette privation de biens. Or, ça n'a pas été le cas, puisqu'on a montré dans la requête mesures provisoires que les débats sur le vote des articles 12 et 14 avaient duré quelques secondes pour l'un et 1 minute 30 pour l'autre. Donc, voilà. Et puis, en plus, le dernier règlement sur ce chapitre-là, l'article 1 du premier protocole, il dit qu'on peut déroger à tout un tas de choses en disant mais la France n'a pas respecté l'article 1 du premier protocole. Donc là-dessus aussi, normalement, j'espère qu'on aurait gagné. Et le dernier point qu'on a développé, c'est un point qui est un petit peu technique, c'est le fait que la France a refusé d'utiliser l'article 15 de la Convention. L'article 15 de la Convention, en fait, c'est quoi? C'est un article qui dit que tous les articles de la Convention, l'article 8, l'article 2, l'article 3, l'article 14, etc., on peut y déroger dans certains cas très particuliers, quand il y a vraiment des choses très importantes qui se passent. Mais à ce moment-là, il faut écrire, on est obligé d'en informer le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Il y a obligation de faire une possibilité. Et surtout, il faut justifier que la mesure elle perdure dans le temps. Et en fait, cet article 15, il permet au Conseil de l'Europe de superviser la dérogation qui est accordée. Le problème, c'est qu'au mois de mars 2020, le secrétaire général il écrit à tous les pays en disant, compte tenu de ce qui se passe avec le Covid, je vous rappelle que vous avez la possibilité de déroger dans certaines conditions à la Convention européenne des droits de l'homme, et que vous pouvez faire, et il faut m'envoyer un courrier pour expliquer pourquoi et comment vous voulez le faire. La France a déjà utilisé l'article 15, par exemple, quand il y a eu pour le terrorisme en 2005, je crois. Et puis, en 2005, c'était quand il y a eu les troubles qui s'est passé à Nouméa, là, dans les Kanaks. Oui. À ce moment-là, la France a fait appel à l'article 15. Mais dans le cas présent, elle n'a pas voulu le faire, parce qu'elle n'a pas voulu être sous contrôle quelque part de l'Europe par rapport à ça. Elle a voulu décider toute seule. Mais à partir du moment où elle ne voulait pas utiliser les dérogations qui sont prévues dans la Convention, elle doit, en contrepartie, respecter toutes les obligations. Donc ça, on l'a mis, c'est pas primordial, mais ça montre un petit peu l'état d'esprit dans lequel était la France. Je ne l'ai pas mis dans mon compte-rendu, mais sachez qu'on a mis également aussi l'article et les débats parlementaires qui font état des propos de Macron quand il a dit les non-vaccinés, j'ai bien envie de les emmerder. Donc ça veut dire ça veut dire ce que ça veut dire. Et les propos de Véran aussi, qui dit juste avant ou juste après qu'il ne voulait pas faire d'obligation vaccinale pour tous, parce que c'était impossible à mettre en place. Et ils ont trouvé que priver totalement de rémunération des gens qui ne voulaient pas se faire vacciner, c'était plus efficace que d'imposer une vaccination générale à tous. Donc, voilà. Donc ça, c'est bien pour montrer dans quel état d'esprit était la France. C'était faire vacciner à tout prix les gens, sans se soucier de savoir si les vaccins étaient efficaces ou pas, ou si la population qui devait se vacciner était ciblée ou pas. Donc voilà, ça c'est un résumé très très court des 50 pages qu'on a développées. On peut faire une petite pause pour des questions là-dessus, et puis après on pourra parler de la suite du dossier Thévenon. Allez, très bien. Donc voilà, pour résumer là, sur les points clés, disproportion, discrimination, privation de biens et l'article 15, là, dernièrement, que Guy vient d'expliquer. S'il y a des réactions, questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Ou alors on enchaîne. On avait dit un format court, on atteint déjà la limite, mais comme on a commencé 10 minutes plus tard, on est pas mal. Non, mais je voulais revenir sur la Guadeloupe. Actuellement, en Guadeloupe, suite aux manifestations, est-ce qu'ils ont l'obligation de vaccin là-bas? Je crois qu'ils ont une dérogation. Et je
je ne sais plus, il y a longtemps que je n'ai pas regardé. Ouais, et ben, moi Ils j'ai ont des eu- collègues en Guadeloupe. Ils ont eu une dérogation. Parce Ils que ont eu- la première vue, tout le monde s'est mis tout le monde s'est mis à 70% des gens font grève là-bas. Et ils pouvaient pas, en fin de compte, personne ne pouvait travailler. Enfin, les hôpitaux ou dans les centres de secours ne pouvaient pas assurer. Donc, ils ont une dérogation spéciale. Est-ce que c'est normal, ça, déjà? Pourquoi en Guadeloupe, Non, non. on leur donne une dérogation et pourquoi chez nous, on est obligé de se faire vacciner? Non, mais c'est pas normal, ça, tu as raison, là, c'est pas normal. Là. On a mis d'ailleurs un article de Véran qui disait qu'il reportait l'obligation vaccinale au-delà de la 31 décembre, le premier report. au-delà de la quatrième vague. Mais depuis, là, je n'ai pas vérifié où ça en était là-bas de l'obligation. Ouais, c'est toujours pareil, ils sont pas obligés d'être vaccinés. Alors en plus, il y a un truc qui me choque encore plus, c'est que Véran, il est en train de faire de la pub pour faire embaucher des soignants. Venez travailler chez nous, il manque de soignants, on embauche ici. Mais non, mais c'est une honte, quoi. C'est une honte. On suspend des gens à travailler et ils nous font de la pub comme quoi qu'il manque des soignants dans les hôpitaux. Oui. Ouais. Non, mais là, c'est grave ce qui se passe. Moi, je pense François. que c'est bien beau de se battre, mais à un moment, il faut que tout le monde se bouge, qu'on fasse une grève générale et qu'on monte tous à Paris, quoi. Qu'on dénonce tout ça. François, on est tous entre. Une grève générale. Il faut lancer une grève et je suis sûr que tout le monde va suivre. Il faut qu'il y ait un mouvement qui se fait. On ne peut pas accepter ça. Moi, je ne sais pas, moi, j'étais obligé de me faire deux vaccins. En plus, François. quand je me suis fait vacciner, j'ai une montée de tension. Donc, j'ai dû prendre des cachets pour éviter l'AVC. Et François, là, bientôt, on est convaincus là. François, est-ce que tu as conscience, François, Ouais. on est tous convaincus là. Si on est là, c'est qu'on est convaincus. Et en fait, il y a plusieurs leviers. Et nous, on a choisi l'option du juridique parce qu'on voit bien que ce n'est pas possible de mobiliser dans la rue. Je comprends ce que tu veux dire. Et moi aussi, je suis déçu. Il y a des syndicats qui ne sont pas unis. Je t'ai envoyé, François, je t'ai envoyé à titre. Dans l'Essonne, il y a une grève pendant un mois, justement, pour le vaccin. Ils ne veulent plus que les gens soient vaccinés. Dans l'Essonne, ils sont tout seuls à se battre. Ouais, et ils sont Moi, suivis. chez moi, dans mon département, ils ne bougent pas. François, ils sont suivis dans l'Essonne. Je ne sais pas. Je vois, mais je sais qu'il y a Parce que un si moment qui est lancé. tu as 4 grévistes, qu'est-ce que ça va donner? La grève, déjà, les grèves, quand on fait une grève, déjà, on fait la grève pour une minute. Moi, je fais une grève pour la minute. Bon. Parce qu'on sait pertinemment, quand on fait grève 24 heures, ça ne sert à rien parce que automatiquement, les gens perdent du pognon, ils perdent de l'argent sur leur salaire. Par contre, on fait une grève d'une minute et il faut que ça soit spécifié sur le compte rendu. Voilà, il y a 240 000 pompiers qui ont fait grève. Les pompiers où, François? Moi, je suis grève en Seine-et-Marne. Enfin, je suis pompier en Seine-et-Marne. Ouais. Ok. Les gens ne bougent pas, les syndicats ne bougent pas, personne ne bouge. Moi, j'ai essayé de bouger, je me suis fait allumer. Rébellion. Ils disent quoi tes syndicats dans ton département? Ah ben non, mais ouais, c'est pas. Bon. Ben, les gens doivent se faire vacciner. Ouais. Et je t'ai envoyé tout à l'heure un tract dans lequel on dénigre au Sud. Donc, et tu veux faire une grève générale avec qui en fait? Avec la CFDT? Il faut que les responsables syndicaux. Tu veux faire. Comme ça s'est fait pour le temps de travail, il y a eu des grèves générales. On est tous montés à Paris là. Il faut lancer. Il faut tuer on a quand même du recul sur le vaccin. On sait qu'il y a des problèmes pour certaines personnes. On sait pas ce qui va se passer à long terme. Et là, bientôt, ça va être la quatrième dose qui arrive en septembre. Là. Ils vont nous sortir encore un vaccin Delta ou Omega. On va nous dire, allez, quatrième dose. Bon, alors, on va avoir une dose de vaccin tous les 4 François, mois. pour clôturer, Durer, parce que on est tous d'accord là qu'il faut faire quelque chose. Après, c'est sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, aujourd'hui, je suis secrétaire national du syndicat. Attends, François, s'il te plaît, après, il faut qu'on passe la parole à Laurent et puis à Vanessa. François, moi, je te le dis, je suis secrétaire national de Sud. Je suis en contact avec mes alter ego des autres syndicats. Je peux t'assurer que ce n'est pas gagné de mobiliser l'ensemble des organisations syndicales sur cette thématique-là. Je t'assure, vraiment, vraiment. Donc, on peut tourner autour du pot et en discuter. Essaye déjà de convaincre dans ton département et tu vas voir. C'est très, très compliqué. Les gens, ils se sont fait vacciner chez nous par obligation. Oui. Mais oui. C'est quand même grave, quoi. Mais tu crois quoi? Mais c'est tout le monde qui a été vacciné par obligation. Même une fois que les gens sont vaccinés, c'est plus leur problème. Tous les 4 mois, on va nous vacciner. Alors, est-ce que tu as entendu tout à l'heure, et après je passe la parole à Laurent, est-ce que tu as entendu tout à l'heure, Guy a fait un rétro-planning de la procédure telle qu'elle va se présenter dans les mois à venir. Et voilà, donc on voit, pour nous en tout cas, on voit le bout du tunnel. On a tous les voyants qui sont ouverts au niveau du recours CEDH. On est très confiant. Alors, on n'est pas naïf non plus, mais on est très confiant. Donc voilà, aujourd'hui, je te dis, il n'est pas possible de mobiliser les organisations syndicales sur cette thématique-là.
Voilà, je Pourquoi? passe la parole à Laurent. Eh ben, parce que demande-leur dans ton département déjà ce qu'ils en pensent. Moi, je vais lancer, je vais voir avec tous les syndicats. Là, Parle-en aussi, mais parle-en aussi avec, avec les responsables des volontaires, les unions départementales, la Fédé. Tu vois bien que ce n'est pas possible. Mais la FED, Donc, c'est des corrompus là-dedans. ça, Moi, c'est je suis à sûr l'union que… départementale, j'ai essayé de changer les choses. C'est un truc, c'est un cercle fermé. Ouais. Il y a des officiers qui gèrent l'union. Eh oui. Allez, je Moi, passe j'ai la demandé parole à Laurent. Moi, j'ai demandé à changer le système de vote, là, parce que les grands électeurs. Et moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait un vote comme le système des présidentielles. Il y a des candidats qui se présentent avec un nombre de personnes et qu'on puisse élire un président François, de l'union à tout de n'importe quel grade. on a à peu près le même âge, François. On ne Ouais. verra pas cette modification-là de la Fédé. Ouais. C'est de la Fédé qu'il s'agit. On ne la verra pas, tu verras. C'est tellement une La machine. fédération a été créée par Oui, des sous-officiers et c'est les officiers qui ont pris oui. le Oui, dessus. C'est voilà. inadmissible. Allez, je passe la parole à Laurent. Laurent, à toi, s'il te plaît. Vas-y. Ouais, bonsoir tout le monde. Bon, excusez-moi, j'ai pris la réunion en cours parce que j'avais des obligations professionnelles. Du coup, je ne sais pas si le sujet que je vais vous évoquer, est-ce que vous en aviez déjà parlé ou pas. Mais moi, dernièrement, là, ces 2 dernières semaines, dans la presse locale et nationale, j'ai vu les cas de ces infirmières et de ces personnels soignants qui ont été réintégrés à leur poste en étant non vaccinés. Donc, je voulais savoir si vous auriez eu des informations, vous, là-dessus, et savoir si vous aviez des notions sur la jurisprudence qui a été utilisée par les instances juridiques. Bon, sachant que moi, je suis SPV, ce n'est pas mon activité principale, les pompiers, je ne suis toujours pas vacciné. Donc, je suis suspendu depuis septembre comme un bon nombre de mes collègues en France. Et du coup, je me dis que si on commence à avoir des jurisprudences au niveau des infirmières dans des EHPAD et des choses comme ça, est-ce que ça ne serait pas bon signe pour nous? Et est-ce que vous avez des informations là-dessus? Oui, j'ai des informations, je vais donner. Je fais un Rapidement, mail, Guy. Comment? Rapidement, Guy. Oui. En fait, c'est le tribunal des prud'hommes d'Alençon et puis de je sais plus trop d'où, qui ont rendu ces décisions sur des bases d'un article du Code du travail qui n'est pas applicable dans la fonction publique. Donc, en fait, ce n'est pas directement transposable. Ça, c'est un premier point. Il y a un certain nombre d'arguments qui sont développés, qui sont intéressants, en dehors de cet article du Code du travail. Et pour l'instant, c'est qu'une première juridiction. Il faudra attendre l'appel, voire la cassation, pour savoir ce qu'il en est. On avait eu dans le passé 2 autres tribunaux qui avaient rendu des décisions dans le même sens, de prud'hommes, qui étaient 3 tribunaux des prud'hommes de 3 et puis de… je ne sais plus d'où, enfin bref, j'ai oublié. Où les gens avaient posé des questions prioritaires de constitutionnel et quand c'est arrivé en cassation, la Cour de cassation a dit refusé, on ne la transmet pas. Donc, pour l'instant, c'est un premier point, ça va dans le bon sens, mais il faut attendre confirmation des autres juridictions et dans tous les cas, ce n'est applicable qu'au privé. Voilà, est-ce que ça répond à ta question? Ouais, bon, après, un EHPAD, il me semble que ça fait partie du public et j'ai vu des cas d'infirmières travaillant dans des EHPAD. Donc, après, je ne connais pas leurs antécédents, je ne connais pas les arguments sur lesquels ces personnes-là se sont appuyées. Mais bon, un EHPAD faisant partie du public, même si c'est de la fonction publique hospitalière, je pense que ça doit être applicable en territorial aussi, quoi. La jurisprudence d'Alençon, ça concerne le privé, ce n'est pas le public. Et la différence entre le privé et le public, c'est pareil. Les gens sont soulignés pareil. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour le privé. Oui, mais en droit, François, c'est ça qui est grave. Illogique. En droit, quand tu es dans la fonction publique, tu attaques au tribunal, tu vas éventuellement en cour d'appel et tu vas éventuellement devant le Conseil d'État. Dans le privé, quand tu as un problème de droit privé, tu attaques devant les tribunaux des prud'hommes. Après, tu vas en appel devant le TGI et au final, tu vas devant la Cour de cassation. C'est 2 filières différentes, c'est 2 législations différentes qui se rejoignent sur certains points, mais qui, sur certains points, s'écartent. Sachant que le Code du travail est beaucoup plus favorable aux employés que dans la fonction publique. C'est 2 systèmes complètement différents. Mais je suis d'accord, c'est un début. Mais je dis, il faut rester prudent. Ça s'applique qu'au privé. La dernière jurisprudence d'Alençon qui est sortie, là, ça s'applique qu'au privé.
Et deux, il faut voir si c'est confirmé dans les juridictions supérieures après. Allez, on passe la parole à Ok, Vanessa. merci. Vanessa, si tu veux intervenir. Allez, bah, Non, non, allez, c'est vas-y. bon, merci. Non, c'est bon. Tu as eu ta réponse? Allez, ça Oui, marche. j'ai eu ma réponse. Merci. Merci. Olivier, à toi. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, pour répondre un petit peu, j'ai vu passer un article, je vous ai fait suivre un lien Internet qui se trouve sur le site du Courrier des Stratèges, où c'est un avocat qui a réussi, pour le coup, non pas à faire reprendre l'activité à une soignante suspendue, mais à lui faire… Enfin, après, il faut que ça continue dans les procédures, hein, mais en première instance, on va dire qu'il a réussi à faire accepter par le tribunal administratif de Melun qu'elle récupère tous ses salaires depuis qu'elle est suspendue. Donc, quand j'entends tribunal administratif, j'en conclus que c'est pour le public. Oui, Donc, t'as peut-être raison. que je me trompe. Il me semble, mais je laisse cette jurisprudence. Et il me semble. Donc, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus pour au moins que les personnels suspendus puissent être payés. Ça serait peut-être, je ne sais pas, hein, après, moi, je ne suis pas au fait de toutes les procédures. Oui, t'as raison. Mais si déjà ils pouvaient récupérer leur salaire, ça serait juste super, quoi. Oui, mais enfin, je n'ai pas le temps de rechercher, mais J'ai fait suivre, alors Guy, je me suis permis de te le faire suivre par mail et après je l'ai mis aussi dans les commentaires, dans la discussion, là, dans le chat. oui, mais je l'ai vu passer cette jurisprudence et il me semble de mémoire que c'était dans l'attente de la réponse de la QPC. Et à ce jour, D'accord, il n'y a aucune QPC qui a été transmise au Conseil constitutionnel. d'accord, ok. Ce qu'il faut faire attention dans les jurisprudences, c'est qu'il y en a souvent qui sont en référé en procédure d'urgence. Hein. Il y a très peu de jurisprudence au fond, parce que le fond, ça prend 1 an ou 2 ans. Donc, sur les référés, on en a cité 10 ou 15 dans d'autres réponses. Ouais. Guy, on accélère, Guy, s'il te plaît. Ouais, merci. Il faut qu'on accélère un tout petit peu, Guy, là, s'il te plaît. Vanessa, tu voulais reprendre la main là? Je viens de voir que tu as levé la main. Oui, en fait, j'aurais une petite question. Alors, moi, au départ, je travaille en privé. Hein, je suis soignante privée. J'ai été suspendue. Étant donné que je ne pouvais plus vivre sur mes économies, j'ai demandé à négocier une rupture conventionnelle. Donc, j'ai eu gain de cause, j'ai eu ma rupture conventionnelle. Et au moment où je m'inscris au Pôle emploi, je me rends compte que les questions qu'on me pose, on me demande en fait si dans ma carrière, j'ai été suspendue à cause de la vaccination. Et je me demande, en fait, est-ce qu'ils ont le droit de nous poser cette question, sachant que la vaccination, ça relève quand même du domaine médical, en fait. Pôle emploi n'a pas à savoir si on a été suspendu à cause de l'obligation vaccinale. J'aimerais savoir, en fait, est-ce qu'ils ont le droit de nous poser cette question-là? Et du coup, en fait, je ne sais pas du tout en fait, ce que je dois répondre. Est-ce que si je réponds oui, est-ce qu'ils vont me pénaliser en fait, sur mon droit au chômage Et est-ce que ça peut vous aider justement pour le recours à savoir que voilà, il y a des choses qui ont été mises en place et qui sont peut-être illégales? Vanessa, pour comprendre, ils te l'ont demandé verbalement en présentiel? Non, j'ai jamais essayé de les contacter verbalement pour que rien ne soit inscrit dans mon dossier. Tu as des écrits concernant cette demande-là? En fait, il faut juste se connecter sur le Pôle emploi et faire une estimation. En faisant une estimation, en fait, les questions qu'on vous pose, à un moment ou à un autre, ils vous demandent en fait si vous avez déjà été suspendu à cause de l'obligation vaccinale. Ok. Écoute, alors, si tu peux nous envoyer une copie d'écran. Ils n'ont pas le droit de savoir. Ouais, à ce moment-là, ça, je peux le faire. Vanessa, ils n'ont pas le droit de savoir si tu es vacciné ou pas. Donc ça, c'est une donnée personnelle, ils n'ont pas le savoir. En revanche, savoir si tu étais suspendu par rapport à ça… c'est rentré en fait dans leur questionnaire. Hein. Moi, ça m'a choquée. Justement, ça m'a bloqué en fait dans ma démarche et je me dis en fait, moi, j'avais négocié ma rupture conventionnelle pour justement avoir droit au chômage et refaire une reconversion, passer à autre chose. Et en fait, ça m'a bloqué dans ma démarche. En voyant ça, je me dis mais ça va vraiment trop loin. Vraiment trop loin à me demander cette question-là alors que ça relève vraiment du domaine médical. Tu étais suspendu ou pas là? Je me rappelle. Non, je ne suis plus suspendue. J'ai eu ma rupture. Est-ce que tu as été suspendu avant de… Oui, j'ai été suspendue avant ma rupture. Vanessa, j'aimerais bien fait d'avoir été suspendue. Vanessa, comme c'est un cas particulier et vraiment en plus particulier et très particulier, tu peux nous recontacter s'il te plaît une fois terminée la visio dans les jours qui viennent hein, et puis qu'on en parle de vivo ensemble parce qu'il y a une situation qui est plus que discutable. Hein
Ok, il n'y a pas de souci. Ça me paraît un peu discutable. Surtout, Ouais, hein, ouais, parce ouais. que Et si tu étais suspendu, ça veut dire que tu n'étais pas vacciné et a priori, ils ont accès à des données qu'ils ne devraient pas avoir. oui, à caractère médical. Allez, Vanessa, on fait comme ça. On est à ta disposition pour aller un peu Ok. plus loin. Là, hein. C'est pas, je ne botte pas en touche, hein, c'est une vraie main tendue. Oui, D'accord. oui, il n'y a pas de souci. Merci. Ok. On poursuit, Guy, sur le dossier Thévenon. Et j'ai vu que Pierrick était connecté. Je te remercie encore, Pierrick, hein, d'avoir bien voulu porter le fer de lance de ce dossier. Hein. Ça n'a pas été simple. Hein. Tu dois avoir ton nom circuler un peu partout. Et bon. Allez, Guy, je te laisse la parole. Oui, bah, écoutez, moi j'avais presque fini, hein, puisque le dernier point, c'était qu'est-ce qui va arriver. Donc là, la prochaine étape, c'est 14 avril, la réponse de la France. Donc quelques jours après, on aura probablement son mémoire. Je ne sais pas si on aura possibilité d'y répondre ou pas, mais compte tenu que la CEDH a visiblement envie d'aller vite, je pense qu'elle va rapidement prendre une décision après de mettre en place un jugement, enfin une audience ou pas. Hein. On ne sait pas à ce stade-là s'il y aura une audience ou pas. Hein. Si c'est en grande chambre, ça augmente un petit peu les chances d'avoir une audience, mais a priori, ce n'est pas systématiquement qu'il y a des audiences. Ils peuvent très bien rendre une décision sans qu'il y ait d'audience. Hein. Donc pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais on est toujours dans des délais à peu près qu'on avait dit autour de cet été, à 1 ou 2 mois près. Voilà. Ce qu'on va avoir aussi, c'est les tiers intervenants qui ont fait des mémoires. Hein, et ils avaient jusqu'au 4 mars pour déposer, mais en fait, ça ne nous a pas été encore transmis. Et pareil, là, je ne sais pas s'ils vont nous transmettre les mémoires pour information ou s'il va y avoir des échanges. A priori, je pense que normalement, ils devraient les transmettre, hein, pour information. Et voilà. Après, si vous voulez savoir un petit peu comment ça se passe, les audiences quand il y en a, il faut aller sur le site de la CEDH. Et il y a des liens sur des audiences. Hein. Moi, j'en ai regardé un petit peu pour voir un peu comment ça se passait, parce que bon, c'est la première affaire où on arrive en CEDH. Hein, donc, je n'ai pas spécialement beaucoup d'expérience sur les audiences. Hein. Vous pouvez voir un peu comment ça se passe. En règle générale, les deux parties exposent leurs arguments. Ensuite, la CEDH, elle pose un certain nombre de questions aux deux parties. Ils y répondent. Et puis, 1h30 ou 2 heures après, ils se retirent. Et puis ensuite, l'arrêt sort. Donc, voilà. On est toujours sur des délais qui sont voilà, autour de l'été. Et dans tous les cas, a priori, en 2022. Guy, on en est où là? Ce qui est important, c'est qu'en cas de victoire, les principes qui seront dégagés, parce que quand ils mettent une affaire à impact, en fait, la technique de la CEDH, c'est de prendre une décision qui englobe le maximum de requérants et pas traiter spécifiquement un truc pour que s'il y a une affaire qui arrive et qui y ressemble, mais avec quelques petites différences, on ne puisse pas transposer la règle. En fait, ils ratissent large. Ils dénoncent des grands principes et après, ils les appliquent à tous les gens tous les requérants autour de la vaccination Covid. Donc, ça veut dire que si on gagne, ça sera applicable à tout le monde, y compris ceux qui n'auront pas déposé de recours. C'est tout le monde. Voilà. Et par contre, ceux qui ont déposé un recours, le gros avantage, c'est que derrière, il y aura une demande de satisfaction équitable. Hein. Pour Pierrick, on a demandé un peu plus de 30%. Voilà, parce qu'il y a tous les salaires, il y a tous les frais qu'il a eus, il y a plein de choses qui rentrent. Guy, on ne t'entend plus. Est-ce que vous m'entendez? Si quelqu'un peut me faire un signe? C'est bon, vous entendez ou pas? Ouais. Guy, on t'entend pas. Ok, merci. Merci, Jérôme. Ouais. Je dis rien que sur la demande de satisfaction équitable pour Pierrick, on a cité une douzaine de jurisprudences de la CEDH pour les réparations du préjudice moral et autres qu'on a cité là, pour qu'il y ait une réparation. Donc voilà. Guy, je reprends la main. Tu en as terminé. Très rapidement, pour conclure, et puis je vous laisserai s'il y en a quelques-uns qui veulent intervenir, mais très rapidement, Pierrick, tu dois avoir les oreilles qui sifflent quand même, parce que depuis tout à l'heure, on parle de toi, je sais que tu es connecté. Si tu veux intervenir très rapidement, s'il te plaît, tu es le bienvenu, parce que tu sais que nous, sur ce dossier-là, on est à tes côtés depuis le début.
puisqu'en plus, on est même collègues tous les deux, on est même collègues dans le même SDIS, et voilà, et on s'est vu encore il n'y a pas longtemps. Et notre démarche en tout cas, on avait eu du mal à trouver quelqu'un qui accepte d'être le porteur, parce qu'en fait, tu es juste la tête de liste de plusieurs dossiers, et c'est ton nom, en fait, quand on dit le dossier Thévenon, c'est le dossier, en fait, de beaucoup là qui sont connectés. Je vois, il y a Fabrice Tellier qui est connecté, et d'ailleurs, Fabrice est un cas particulier s'il veut prendre la parole très succinctement également. Mais voilà, Pierrick, je te laisse la parole, super short, s'il te plaît. Ouais, super court. Merci, bonsoir tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Enfin, j'ai tout suivi voilà, en off. Je tenais juste déjà à remercier énormément justement le syndicat Sud. Merci énormément Guy, Rémi, etc. pour tout ce que vous avez fait. C'est quand même énorme. Voilà, c'est comme tu l'as indiqué, une des seules requêtes qui a abouti. Donc, à ce jour, on est… voilà, il y a eu un très, très gros travail. Parce que quand je vois le nombre d'avocats qui ont essayé de déposer les choses et qui ne sont pas arrivés à rentrer côté CEDH, il y a eu un énorme travail. En tout cas, c'est sans souci. Moi, c'était avec grand plaisir de pouvoir être tête de dossier, de pouvoir aider et permettre, on va dire, cet aboutissement. Je reste convaincu qu'on en est dans le juste. On obtiendra certainement gain de cause et j'espère fortement qu'on obtiendra ce gain de cause. Et puis, quand vous l'avez compris, moi, je vais jusqu'au bout, au bout du bout, jusqu'au bout. Il n'y a pas de souci. Donc, ça ne me dérangeait pas du tout d'avoir mon nom ailleurs. Ceux qui me connaissent, je n'hésite pas à m'afficher également publiquement sur mes positions, donc indépendamment du syndicat. Mais s'il fallait porter ça, c'était avec grand plaisir. Ça ne me posait strictement aucun problème. Donc, en tout cas, merci Guy, merci Rémi, merci à tous ceux qui soutiennent. Et puis, on espère qu'on va faire aboutir ça pour l'ensemble des pompiers, des soignants et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Un petit mot sur les chances de gagner. Hein. Moi, je dis, actuellement, j'estime qu'il y a plus de chances de gagner que de perdre. Et comme je suis prudent, je dis, il y a 51-49. Hein. Donc, voilà, parce que on ne sait pas ce qui peut se passer en CEDH. Hein. Donc, au vu des éléments qu'on a apportés, au vu de ce qu'a répondu la France, au vu de la dernière jurisprudence de la CEDH concernant la Suisse, je dis on va dans la bonne direction. Hein. Voilà. Si on n'allait pas dans la bonne direction, je vous le dirais. Mais là, voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on va gagner. Hein. Ça veut dire que voilà, on est dans le bon axe. Il ne faut pas lâcher et il faut continuer et compter sur nous. Totalement. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Et en plus, vous m'excusez, il va falloir que je vous laisse. Est-ce que ça… Et alors, Pierrick, moi aussi, on te remercie, Pierrick, toi et tes cojones en titane. Voilà. Hein. Ouais, il n'y a pas de souci, mais on va les avoir. Ils ne me font pas peur, ces gens-là. Bon, si je peux me permettre, on a gagné, hein, mais ils ne nous font pas peur. Je te remercie d'avoir pris la parole, Pierrick. Fabrizio, si tu veux prendre la parole, tu es le bienvenu aussi. Avec grand plaisir. Il faut tenir bon, les gars. Je remercie également… à vos familles, à vous deux. Ouais. Merci beaucoup. Je remercie également Frédéric. Alors, je ne sais pas s'il est connecté, là, qui avait l'interview sur Sud Radio avec Berkoff. Merci Frédéric, hein, tu as bien géré. C'est du direct. Tu as été vraiment top sur ce dossier-là. C'est un collègue sapeur-pompier dans l'Hérault, d'ailleurs, il me semble. Guy, c'est ça? Il est dans l'Hérault, Frédéric, hein. Ouais. Voilà, je ne sais pas s'il est connecté. En tout cas, tu peux prendre la parole. Tu es le bienvenu. Et puis Fabrizio, si tu veux dire un petit mot, voilà, tu as été suspendu pendant plusieurs mois. Et puis malheureusement ou heureusement, tu as chopé le Covid il n'y a pas longtemps et tu as repris le boulot sans avoir eu une seule injection. Et voilà, ça a été difficile pour toi parce que pas de salaire du tout pour une grande famille. Fabrizio, si tu m'entends, je sais que tu es connecté, mais bon, peut-être tu es modeste. Allez, je vais conclure. Donc, je vous remercie encore à tous, hein, pour votre attention. La vidéo en replay, je vais voir comment on procède avec Guy et puis Manu pour la technique. Et je pense que le mieux, plutôt que balancer en lien dans la nature, c'est de le mettre sur YouTube avec un code et puis on vous l'envoie pour jeter un œil. Après, on n'a rien dit de répréhensible. Hein, tout est clair, tout est net. On continue tous ensemble. Et puis, alors, Guy, tu ne l'as pas dit, mais le jour de l'audience, on organisera une montée en CEDH parce qu'on peut y assister, hein, Guy, tu confirmes, hein? Oui, s'il y a une audience, hein, ce n'est pas automatique l'audience, hein, mais s'il y a une audience, on y sera. On manquera vraiment pas de vous le dire parce qu'en plus, ce sera l'occasion de vous rencontrer tous en vrai et ce sera un vrai plaisir. Voilà, encore une fois, Pierrick, merci d'être voilà, notre porte-drapeau là, sur ce dossier-là, parce qu'il fallait quelqu'un qui accepte, et ça n'a pas été facile de trouver quelqu'un qui accepte d'être mis en avant. Encore une fois, vraiment un grand merci. J'en ai terminé. C'est possible de poser une question? Bien sûr, aucun souci, Eric. Hein. Ouais. Eric du 44, je n'arrive pas à trouver la petite main là, pour me…
par rapport à ma première question de tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est long, c'est usant de se battre contre ça. Pour ma part, bon, j'ai réussi à être en arrêt de travail 6 mois. J'ai chopé le Covid une fois, 2 fois. Et à première vue, si on rechoppe le Covid 3 fois, on n'a plus de permis de travail de 4 mois. Est-ce que c'est exact ça? La question, c'est si tu chopes une troisième fois le Ouais, Covid. j'ai eu 2 fois le Covid. Oui. Donc là, je rechoppe le Covid 3 fois parce que bon, on est rendu à ce point-là maintenant. On préfère avoir le Covid que l'injection. Ouais. Est-ce que je peux reprendre à travailler 4 mois? Il me semble que oui, c'est dans le décret, là. Dans le Parce que j'ai un décret. collègue qui est dans ce cas-là. Envoie-moi un mail sur la messagerie, je te répondrai. Je vérifierai avec la référence réglementaire et puis je te dirai. Et ouais, son chef de centre tu as dit non, non, tu ne peux pas choper 3 fois le Covid, tu seras suspendu. Ah bah bien sûr que si, tu peux le choper. Hein. Trois fois. Parce que moi, j'ai eu. Alors, c'est pas pour moi personnellement, hein, c'est pour un collègue, il a eu 2 fois le Covid, parce que voilà. Donc là, il essaie de le choper 3 fois. Troisième fois, le Covid. Donc, on lui a dit bah, tu peux le choper, mais tu ne pourras pas revenir travailler. Je crois qu'il faut une vaccination, moi. C'est presque différent. Non, en fait, vous m'entendez là? Ouais. On t'entend, Bon, Fabrizio. Vas-y, tu es exactement dans ce cas de figure. Vas-y, on t'écoute. Je suis dans ce cas de figure-là. Donc, moi, j'en suis à mon 3e Covid là. Donc, en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que le Covid, il déclenche obligatoirement un pass vaccinal. Et donc, moi, la 3e fois que je l'ai chopé, là, c'est le 23 janvier. Donc, j'ai un pass vaccinal. Donc, c'est mon 3e pass vaccinal que j'ai. Au début, j'avais 2 passes sanitaires. Maintenant, j'ai un pass vaccinal qui me permet de travailler jusqu'au 25 mai. Donc, normalement, le pass vaccinal fait foi. Donc, celui qui ne le chopera une 3e fois, normalement, ça peut lui permettre de repousser sa possibilité de travailler pendant 4 mois, en fait. Je pense que c'est la loi, parce que moi, je suis concerné à 100% par ça. Et voilà, donc je peux travailler jusqu'au 25 mai pour l'instant. C'est exactement ça, Fabrice. C'est exactement cette situation-là que tu décris qui respecte le cadre. Voilà. Donc, en fait, c'est le président, c'est le Sésame. Mais si tu chopes 3 fois le Covid, tu seras obligé de te faire vacciner au bout des 4 mois pour pouvoir retravailler. Ce n'est pas équivalent. 3 Covid, ce n'est pas équivalent avec un Covid. Si tu es vacciné et que tu chopes le Covid, ça fait comme si tu avais une vaccination. Donc, ça compte. Mais quand tu as été vacciné, tu es obligé de te faire vacciner à un moment donné si tu veux retravailler une fois que tu as fini ton délai. En fait, voilà, pour être dédouané totalement du pass vaccinal, il faut au moins une vaccination. Si on est chopé 2, 3, 4, 5 fois le Covid, il faut au moins une vaccination. Ouais. Donc moi, le 25 mai, si je ne suis pas vacciné, je ressauterai et je serai à nouveau suspendu. Voilà. Oui. Bah, Allez, si je passe. Sauf si tu attrapes une 4e fois le Covid. Ouais, si je chope une 4e fois. Je passe la parole à Eric et puis ensuite à Margot. Bonsoir Eric, j'espère que tu vas bien. Pas mal de gars du 34 là. Eric, tu m'entends? Ah, lequel? Moi? Bonnie Jolie. Ah, l'autre, excuse-moi. Pas Eric, non, pas Eric du 44, Eric du 34. Eric, je passe la parole à Margot si vous voulez. Margot, on vous écoute. Oui, bonjour Margot, donc pompier dans le 05, volontaire, suspendu, auxiliaire de vie à domicile qui ne peut plus exercer. Je fais partie de l'association Unipaca et en fait, nous, on a le cas de soignants la semaine dernière sur l'hôpital de Gap, en fait, qui ont été évincés, c'est le nouveau terme qu'ils utilisent. Ils ont été réintégrés, en fait, suite à un certificat de rétablissement. Et en fait, quelques jours après, la médecine du travail et la direction a statué sur une nouvelle suspension parce qu'en fait, il leur faut au moins une dose d'ARN messager. Et ils se basent en fait sur une note de la DGS. Donc là, les avocats sont sur l'affaire. Mais honnêtement, on est un peu perdu dans tout ça, quoi. C'est très, très compliqué. Voilà. C'est très compliqué. Voilà. Sinon, que dire d'autre? On a un pompier aussi volontaire qui a été suspendu. Mais en fait, lui, il a un certificat de contre-indication. Et voilà.
Et en fait, le problème, c'est que les gens ne veulent pas se battre ou on ne sait pas, ils ont pas envie de rejoindre les collectifs ou les associations. C'est très, très compliqué. Ils subissent en permanence. Voilà. Avec un certificat de contre-indication, normalement, il peut reprendre le boulot. Oui, Bah, je confirme. je suis d'accord Ils avec ne vous. respectent rien, ce sont les 10 ne respectent rien, ce sont des voyous. Les lois, ils les font à leur manière. Quand c'est pour nous, ils n'en ont rien à faire. Le seul moyen, c'est la grève générale. Maintenant, tout de suite, tout le monde. Les soignants et les pompiers, il faut leur mettre la pression. C'est maintenant qu'il faut leur mettre la pression. C'est pas après les élections. François, ça, ce message est bien reçu. Les gens, il faut la moteur, il faut leur lancer un mouvement et tout le monde va suivre. François, on est d'accord, on a déjà parlé. On peut pas. Je t'ai déjà dit la position. Il faut au moins tenter, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans le. Comme la personne qu'on a eue là, il y a plein de gens qui sont mis de côté, c'est inadmissible. Dans les centres de secours, on tourne à 3-4 maintenant. À cause des suspensions, il n'y a pas assez d'effectifs. C'est quand même grave, quoi. Je sais, François, on est bien d'accord. Et comme on t'a dit, nous, on a choisi l'option du. Avant les élections, il faut lancer un mouvement général avec tous les syndicats. C'est le seul moyen. Au moins, on va se retrouver à 2 pelés, 1 tondu. Allez, François, je passe la parole à Eric. Est-ce que je peux juste poser une petite question? Et après, du coup, j'avais vu sur... Vous avez été coupé, Margot, pardon. Vous avez été coupé. On t'entend plus bas. C'est bon? Oui, c'est bon là. C'est bon là? Oui. Oui, juste la question, c'était par rapport en fait à un article qui est passé sur le site Bon Sens au mois de janvier par rapport à une deuxième vague de plaintes à la CEDH. Et je ne sais pas si c'est vous qui êtes en lien avec... Non, ce n'est pas nous. Je ne sais pas. Non, c'est pas... D'accord. Je sais pas. Margot, je veux bien que tu nous l'envoies, l'article, s'il te plaît, si tu l'as, je voudrais voir. Oui, parce que du coup, en fait, Guy Froment est mentionné, mais en fait, il y a le CSAPE avec. Ah oui, oui, c'était un projet, mais je ne sais pas ce que ça a donné, ça. Parce qu'en fait, il y a eu un problème, c'est-à-dire que moi, quand j'ai complété le formulaire, après, en fait, le CSAPE, ils ont été blacklistés, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'étais sur Gmail et j'attendais en fait leur mail de retour et en fait, il s'est mis dans les spams. Et du coup, j'ai contacté tout de suite le secrétaire du CSAPE qui m'a dit effectivement, vous n'êtes pas la première personne à me le confirmer. Et en fait, on n'avait pas accès. En fait, leur lien Google pour remplir le deuxième questionnaire de confirmation, en fait, il était bloqué. Parce que ça disait ne correspond pas au règlement standard de la communauté ou je ne sais pas quoi. Un peu comme toutes les censures qu'il y a actuellement. Et en fait, depuis là, je ne sais pas trop ce qu'il en est, mais voilà. Et il m'a dit qu'il y avait 2000 personnes qui s'étaient préinscrites. Oui, j'avais su ça qu'ils avaient lancé un truc, mais je n'ai pas eu de nouveauté. Je pourrais le questionner et puis te dire. Là. Margot, je veux bien voir. Je l'envoie dans le fil de message. D'accord. Je passe la parole. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à toi, Margot. Eric, Donc, Eric du 34, salut. Eric du 34, hein, pas du 44. Parce qu'il y en a beaucoup du 44, là. Il y a beaucoup d'Eric en plus. Eric, c'est compliqué. Salut, Eric. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de te voir. Bonjour à tous. Moi aussi, plaisir. Je veux juste revenir par rapport à ce qu'avait dit tout à l'heure David concernant les effets, concernant les problèmes de certains gars et concernant le retour. Puisque je pense que si beaucoup de gens sont contre cette vaccination, c'est parce qu'elle est un peu décriée et qu'elle n'est pas, curative et sans problème. Donc, effectivement, il y a des problèmes maintenant qui commencent à émerger, qui commencent à revenir par plusieurs sources, par plusieurs réseaux. Moi, ma proposition, par rapport à ce qu'a dit au début David et par rapport à ce que dit François pour essayer de trouver un engouement général, c'est peut-être dans les différents SDIS et les différents représentants du personnel, essayer de faire saisir les CHSCT, essayer de faire intervenir via les médecins lors des visites médicales, peut-être faire des registres, des remontées de personnel pour éventuellement voir si effectivement il y a une surexposition des gens qui ont été contraints de se vacciner, plusieurs retours négatifs vis-à-vis de ce vaccin. Ce pourquoi je pense beaucoup sont contre la vaccination vu que c'est pas clair pour tout le monde.
Alors, Donc voilà, est-ce que peut-être Eric, ça correspondrait à ce que disait le collègue pour l'engouement, quoi, pour voir la réponse qu'il va y avoir. Pour ceux qui nous suivent de près, donc je vais refaire un petit topo très rapide et je vais répondre à ta question. Et puis, ça permettra également à François de comprendre qu'on a vraiment pris conscience de ce que tu dis, François, réellement. Et c'est juste que de nous le répéter, ça ne va pas faire avancer le truc. Je te signale juste que quand il y a le projet de loi qui sort avant le 5 août, il y a la notion de licenciement. Sud, tout seul, et j'ai les preuves, je peux vous montrer, je ne vais pas commencer à… Voilà. On a contacté l'ensemble des organisations syndicales, on a rédigé une motion commune, tout le monde était signataire, sauf 2 syndicats, CGC Avenir Secours, qui a rédigé la même motion, mais qui ne voulait pas se mettre avec nous, mais à la limite, ils allaient dans le bon sens, pas de problème, et la CFDT qui était pour le caractère de la notion de licenciement. Je rappelle juste, j'ouvre une parenthèse très rapide et je la referme, que le syndicat CFDT, c'est le syndicat majoritaire en France. Hein, voilà, je referme la parenthèse, c'est juste que j'essaie de comprendre ce que tu me dis, mais il faut comprendre aussi qu'à un moment, quand tu as un syndicat qui est pour la notion de licenciement, ben, on le prend en compte également, on se dit, tiens, on ne va pas bosser avec ces gens-là. Il faut le dénoncer, ça. Et le deuxième point qui est capital, François, s'il te plaît, Françoise, laisse-moi parler, s'il te plaît. Ce qui est capital, c'est que le seul syndicat qui a déposé un préavis de grève permanent depuis le 5 août, c'est lequel, François? Tu peux me dire qui c'est? Le seul. C'est Sud. Sud, non-stop. Combien de grévistes? Non, attends, François, tu me laisses parler, s'il te plaît. François, combien de grévistes? Et on ne l'a pas fait pour avoir des chiffres de grévistes à outrance. Notre but, ce n'était pas d'avoir des gros chiffres de grévistes. On l'a toujours annoncé. On a dit, on dépose un préavis de grève de façon à ce que les collègues qui sont suspendus ou qui ne voulaient pas se faire vacciner, ils pouvaient être en grève de façon permanente, écoute bien, de façon permanente jusqu'à ce que la grève s'achève. Aujourd'hui, on a un recours au tribunal. Il y a Fabrice qui a pris la parole tout à l'heure. Et Fabrice, je sais que tu nous entends parce que je te vois connecté. Fabrice Tellier, qui est un agent qui a fait valoir son droit de grève, à qui on a refusé ce droit constitutionnel de la grève et qui a fait un recours. C'est le seul. Donc, je te dis, on n'a pas déposé les préavis de grève de façon à avoir beaucoup de grévistes. C'était juste pour individuellement, les agents ils pouvaient se mettre en grève et du coup, ils n'étaient pas obligés d'être vaccinés. Ils étaient couverts statutairement par une position, c'est-à-dire d'être en grève et pas dans une position entre deux eaux à être non vaccinés et suspendus. Voilà, François. Ça n'appelle pas de commentaires, ce que je viens de te dire. C'est factuel et voilà, c'était important. Eric, est-ce que j'ai répondu à ta question, Eric, concernant administrativement ce qu'on a mis en œuvre et le fait qu'on a pris en compte justement, mais on n'a pas sur le terrain des hordes, entre guillemets des hordes, hein, ce n'est pas péjoratif, des hordes de personnes qui sont prêtes à nous suivre et aller dans la rue manifester contre l'obligation vaccinale, réellement. Hein. On ne sait pas, il faut un préavis de grève, c'est bien beau le préavis de grève, mais personne ne fait grève parce qu'on sait qu'on perd de l'argent. Donc à partir du moment où tu déposes un préavis de grève, les gens vont dire ouais mais une grève, on va me dire de rentrer chez moi, ça va me coûter sur mon salaire. Ils nous tiennent là-dessus. Avant, là, quand on faisait grève, il n'y avait pas de suspension de salaire. François, tu es toujours moins que si tu es suspendu. Non, mais attends, c'est toujours moins que si tu es suspendu. La suspension, moi, j'étais avec le tribunal, là, donc je m'en fous. Ouais. Mais je ne les lâche pas. Bon. Parce que moi, toutes les procédures que j'ai faites dans le département, je les ai gagnées, donc ils me connaissent. Mais il y a ça, mais le fait de faire grève, c'est pas lancer un préavis de grève, c'est dire voilà, on monte tous à Paris, comme on a déjà fait plusieurs fois. Tu confonds grève et manifestation, alors. On parle pas de la sémantique. Voilà, il y en a marre, il y a des gens qui sont suspendus, qui souffrent, aussi bien chez les volontaires que chez les pros, même chez les soignants, et dire qu'il y en a marre. Maintenant, il faut trouver une solution, quoi. Et le vaccin n'est pas efficace. Il n'est pas efficace, il a été prouvé. François, pourquoi tu… Je t'adore, François, vraiment, mais pourquoi tu me forces à répéter la même chose? On est d'accord. Ouais, je te dis qu'on est d'accord, mais c'est qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de mobiliser 400 000 personnes dans la rue. Donc, je te dis qu'on lancerait une… Mais non, François, mais c'est sûr. C'est sûr, si on rajoute la revendication du carburant, tout ça, on va y arriver, mais je ne pense pas que ce soit le cas sur la vaccination. On pourrait parler du carburant, on pourrait parler de plein de choses. François, oui, mais ça ne fonctionne pas comme ça, François. On est hors sujet. Moi, je pense que c'est avant les élections qu'il faut lancer une manifestation, ce n'est pas après. Hein. Il ne faut pas attendre que tout se passe. Et il y a aussi un truc que je voulais revenir, c'est par rapport à ce que disait Eric, je crois, par rapport à les effets secondaires. Moi, j'ai 2 collègues qui sont un dans mon centre de secours et un qui travaille sur Melun, qui ont déclenché des diabètes. Alors, soi-disant que c'est normal, parce que c'est après la vaccination. Hein. Alors, je suis sûr que ce n'est pas les seuls. Donc, il faudrait peut-être faire une enquête, voir s'il y a des déclenchements de diabète qui sont produits après la vaccination.
Parce que les médecins, pour eux, ça n'a rien à voir Alors, avec la alors vaccination. là-dessus, alors Guy, tout à l'heure, il cherchait le nom, c'est le site de pharmacovigilance, pardon. Mais effectivement, on a zéro retour. Lorsque vous signalez quelque chose sur le site de Ah oui, parce que les pharmacovigilance, médecins vont vous dire, c'est normal, il a déclenché bah un oui, diabète. bah oui. Moi, j'ai un collègue, il est tout On jeune, est il a d'accord. déclenché Ouais. un diabète. Ouais. C'est un Eric, truc est-ce qui qu'on a est- répondu à ta question, Eric? Ouais, Eric? Oui. Après, il n'y a pas de souci pour la pharmacovigilance, mais justement, par rapport à François, pour lui montrer que l'engouement est compliqué à trouver, l'idée, c'était que déjà, dans les 10, qu'il y ait des recours CHSCT, qu'il y ait peut-être des enquêtes qui soient faites. Il suffit d'une seule personne qui fait une demande d'enquête pour qu'éventuellement une enquête soit faite sur au moins les effets secondaires qu'il y a par les agents du 10. Et bon, effectivement, c'est un peu, j'abonde un petit peu dans ton sens pour te dire que l'engouement est compliqué à C'est avoir. dur. L'union générale, elle est compliquée à avoir. Il y en a des gens, il y a déjà des gens qui sont vaccinés. À partir du moment où ils sont vaccinés, ils disent, écoute, moi, ça y est, c'est fait. Maintenant, ça y est, c'est trop tard. Pour moi, c'est fait. Et voilà. Après, si peut-être ils nous inventent une 4e dose dans Ouais. 6 Alors là, ça va mois devenir pour tout le monde au même moment, peut-être qu'il va y avoir une mobilisation. Mais peut-être qu'en attendant, lors des visites médicales, s'il y en a qui ont des effets secondaires, ou s'il y en a qui ont des traumas, on va dire, psychiques vis-à-vis de l'obligation vaccinale, ben, c'est peut-être dans ce registre-là qu'il faut déjà donner des cartouches pour éventuellement pour les syndicats plus tard. Et puis peut-être que tu verras, François, qu'il n'y aura pas que le retour il sera un peu compliqué à avoir. Parce que c'est tout du bon sens, Eric, François, c'est tout du bon sens. On n'est pas hors sol là. Moi, je suis vacciné, moi, et délibérément, je suis vacciné. J'ai pas de... Mais par contre, je suis totalement opposé. Et Guy, on est dans la même gamberge, parce que Guy, non seulement c'est un collègue, mais en plus, on est amis dans la vie. Et on est dans la même gamberge. On est contre cette obligation vaccinale parce qu'aujourd'hui, on ne nous a pas prouvé qu'elle apportait quelque chose. Le fait de vacciner les pompiers et les soignants, que ça apportait quelque chose de réel sur l'opérationnel aux victimes ou alors pour nous protéger, nous. La preuve en est, souvenez-vous, dans les premières auditions qu'on avait fait ensemble, les conférences, on parlait des services de police avec qui on intervient sur les mêmes théâtres d'opération, qui côtoient les mêmes victimes, qui rentrent dans la VSAB. Et ces personnes-là, aujourd'hui, on ne leur a pas imposé. Pour une raison simple, je ne vais pas insulter votre intelligence à la détailler. Vous savez parfaitement pourquoi on ne leur a pas imposé la vaccination à ces gens-là. Voilà. Guy, tu voulais la parole, Guy. Je te repasse la parole. Oui. Pour répondre à Eric, oui, le CHSCT, c'est une bonne approche. Et puis, il faut savoir qu'il y a suite à une pétition en ligne sur le site du Sénat, ils ont déclenché une enquête sur les effets secondaires. Alors, tout ça, c'est bien politique, on est bien d'accord, hein, à l'approche des élections, etc. C'est pour faire emmerder l'actuel gouvernement. Mais c'est intéressant aussi. Hein. Il faudra voir ce que dit cette étude sur les effets secondaires, mais c'est intéressant que le Sénat, ils ont ouvert une enquête, même s'ils travaillent avec une association qui est pas forcément, comment dire, clair par rapport à la vaccination. Donc, ça sera intéressant de voir les arguments qui vont sortir de cette enquête sur les effets secondaires. Et sinon, vous pouvez aller sur différents sites, sur l'ANSM, il y a des rapports sur les effets secondaires, c'est hallucinant, hein, il y a 25% des effets secondaires qui sont classés comme graves. Hein. Grave, ça veut dire que soit il y a un décès, soit il y a une hospitalisation, soit il y a des conséquences sur la santé. 25%, hein. Et ce n'est pas classé par la personne qui a l'effet secondaire, hein. C'est classé par eux. Hein. Donc c'est important. Hein. Et sachant que tous les effets secondaires ne sont pas connus, puisque c'est une maladie qui est jeune. Hein. Donc, on pourra en parler pendant 2 heures. Ouais. On est déjà 1h30, on va peut-être. On avait dit 1 heure, le format court. Donc, ce que je vous propose, c'est que. Rémi, excuse-moi. Ouais, vas-y, Eric. Ouais. Eric du 44. Question à Guy pour faire un résumé par rapport à ce qui a été dit. Et la suite, notamment le recours au niveau de la CEDH, parce que c'est important. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait du temps. On commence à s'épuiser, il y en a qui ont craqué, voilà, enfin bref. Donc, décision, si on est positif dans son nombre de brut, 51-49, comme tu dis Guy, le recours de Pierrick, c'est accepté. Donc, été, voire automne. C'est bien ça, Guy? Oui. Décision. Si c'est 51, tout, donc c'est OK. Pour le restant, les 267 restants, est-ce que ce sera tout de suite ou est-ce qu'il faudra attendre encore des mois?
On ne sait pas, mais a priori, je ne sais pas comment ils vont faire. Là, honnêtement, je n'ai pas suffisamment d'expérience dans le domaine, je ne sais pas. Mais il semblerait qu'ils veuillent pas tout traiter en même temps, hein. Sachant que quand on rentre dans le détail, après, sur les 267, en fait, ils ont amené un article de plus de la CEDH, qui est l'article 9, que je ne vous ai pas parlé. Parce que Pierrick, c'est le premier. Donc, on a fait ça. Puis après, on s'est dit, putain, on pourrait rajouter l'article 9, qui est la liberté, droit à la liberté de pensée, de religion, et puis voilà. C'est-à-dire que si tu as des convictions personnelles, on ne peut pas violer tes convictions. Si tu es convaincu que le vaccin est dangereux, la CEDH, elle protège contre le fait de t'obliger à te vacciner. Donc, on a développé cet argument, mais bon, c'est un argument qui est moins fort que les autres. Et on ne sait pas comment la CEDH va la traiter. Et c'est peut-être aussi pour ça que la CEDH ne traite pas les 267 autres avec Pierrick. Mais les principes qui vont se dégager de ça devraient être transposables, je pense, à tous les autres. Non seulement à tous les 267 autres, mais à tous ceux qui n'ont pas fait de retour. D'accord. Et pour finir, si on passe à 100%, on a gagné sur les différents points que tu as évoqués. Quelle sera la démarche, même si on n'est pas rendu là, mais bon, il faut être positif dans la vie. Quelles seront les démarches à faire? Est-ce que ce sera automatique ou est-ce qu'il faudra prendre un avocat français pour attaquer le gouvernement? Je ne sais pas, je pense qu'il faudra demander l'abrogation de la loi et que ça se passe passer par un. Je pense qu'on sera obligé de passer par un avocat ou un collectif d'avocats. Ouais, donc ça veut dire du temps encore des mois. Normalement, c'est applicable, hein. Toutes les décisions de la CEDH, elles sont directement applicables, hein. Il y a obligation de les appliquer. Mais après, les États peuvent se faire tirer l'oreille et pas appliquer tout de suite. Mais là, il y aura un suivi, quoi. Ok, d'accord. Bon, pour finir. Ouais. La France réagira très vite s'ils prennent une fessée, là. S'ils prennent la fessée. Et après, selon ce qu'il y aura dans le recours, soit ils maintiendront l'obligation vaccinale, mais avec des contraintes moins importantes en cas de refus de vaccination, soit ils diront c'est fini, de toute façon, on a gagné, on a fait 80% de vaccination, on a obtenu, et ils la supprimeront. Ouais, sachant que la 4e dose arrive. Hein, je pense pas non, mais elle n'est plus obligatoire, la 4e dose. Hein. Elle est recommandée pour les plus de 80 ans, hein, la 4e dose. Hein. Elle n'est pas obligatoire. Hein. Il ne parle plus d'obligation pour la 4e dose. C'est oublié, ça. Hein. Et tel précis, le 25 janvier, il disait on se pose la question sur l'utilité de la 4e dose. Hein. Et il vantait plutôt les mérites des médicaments qui arrivent sur le marché, comme le Paxlovid. Là. Et il va y en avoir d'autres. Hein. Okay. Donc, bon, ça sent quand même un petit peu la fin de la vaccination obligatoire. Ok, 2 petits mots. C'était juste pour vous remercier le travail que vous faites depuis des mois, Rémi et Guy, et puis le syndicat. Merci à vous. Voilà. Merci. Bon, je vous propose d'en rester là. C'était très agréable. Comme l'a dit Guy, on peut en parler pendant des heures. Et on est tous passionnés là. Hein, on s'en serait passé évidemment, mais on est tous passionnés. En tout cas, voilà. Après, on coupe. Hein, on arrête. Hein, on arrête. Ça suffit. Ce que je vous propose véritablement, hein, si on a du neuf avec Guy, on relance une visio. On mettra sur les réseaux un peu partout. Essayez de vous le passer également entre vous. Désolé encore pour le bug de tout à l'heure. Je n'ai pas d'explication. Tu fais rien et tu n'arrives à rien. Hein, c'est ce qu'on dit chez nous. Et si on a un recours, une date de recours et que l'audience est publique, promis, hein, mais vraiment, on vous le dit, et puis on essaye de se débrouiller de façon solidaire pour monter le plus possible sur place, pour savourer ensemble ce qui sera dit et puis une éventuelle victoire. Je reprends les tout premiers mots de Guy en début de cette conférence. Je vous rappelle que c'est pris en grande chambre. Et c'est une affaire à impact, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très sérieux et si ça tombe, ça devrait être, comment on peut dire, indiscutable. Voilà, Guy, est-ce que j'ai résumé? Est-ce que tu es d'accord pour qu'on en reste là et qu'on reste sur cette bonne, voilà, 51-49, moi ça me va bien. Guy, il est toujours trop pessimiste et vous voyez, en étant pessimiste, il dit 51-49, moi je serais plutôt sur 70-30. Voilà, 70 pour nous, hein, la team là. Voilà, on reste à votre disposition. Merci pour tous ceux qui nous ont fait parvenir des documents, de la matière. N'hésitez pas. Bon, voilà, de la matière pertinente. Hein, mettez-nous pas des trucs qui
inexploitable parce que ce sera trop compliqué. La ressource du temps de Guy et puis de tous ceux qui bossent avec, hein, c'est pas simple, vraiment, je vous assure. Et le recours, il ne l'a pas dit, Guy, mais tout part de chez lui, hein. On est chez lui, on n'habite pas loin, donc il est sur l'agglomération lyonnaise, moi aussi, les deux Nico. Et en fait, c'est une procédure écrite. Guy, tu me corriges si je dis des bêtises. Et c'est des transporteurs qui viennent chercher les cartons de recours. Je suis très sérieux. Hein, c'est pas on est encore à l'âge de pierre, ce n'est pas dématérialisé, c'est des papiers, des cartons sur palette et transporteurs. Alors, je ne sais pas qui réceptionne ça. J'espère qu'il est très bien payé, mais réellement, je reste toujours, parce qu'on n'a pas vocation, on est sapeur-pompier. Guy est commandant pompier, moi je suis pompier également, on n'a pas vocation à faire ce qu'on est en train de faire là. Et on le fait, puis on est en train de se dire que finalement, notre petit amateurisme, on n'est pas hors sol, et puis on arrive à avancer en respectant le canevas bien rigoureusement. C'est peut-être notre boulot qui fait qu'on arrive à faire ça. En tout cas, voilà, c'est très modestement, on pensait pas en arriver là et ça avance tout doucement. Voilà, j'en ai terminé. Allez. Bonne soirée à tous. Merci à toutes et tous. Merci. François, on se détend un peu, je t'assure, tu verras qu'on aura plaisir à se voir. Non, je ne te redonne pas la parole. Non, mais juste deux mots pour vous dire. François, je viens de te dire, je ne te donne pas la parole. Non, mais c'est pour vous dire merci pour ce que vous faites. Ah, d'accord. Bon, ça, c'est bon. Même pour Guy et pour toi. Parce que moi, chez moi, c'est pas comme chez vous, là, où vous faites des réunions par vidéoconférence. Chez nous, c'est plus dans l'attente et tout. Mais vous, je vois que vous êtes un mouvement qui bougez, et puis que vous essayez de faire vraiment les choses bien, quoi. Merci beaucoup. C'est la vélocité des petits, François. Ouais. Hein. Allez. Merci, à bientôt. Je coupe tout et on vous fait parvenir l'enregistrement au plus vite. Bye. Ciao, Rémi. Ciao. Merci.